J'ai toujours pensé qu'il n'existait pas une réalité, un chemin, une histoire, mais des réalités, des chemins et des histoires propres à chacun. Là où tu vois une colline, un autre voit une montagne. Là où tu vois une montagne, un autre voit une colline. Nos histoires sont faites de décisions, de victoires, de déceptions et bien plus encore. Ce n'est pas parce qu'on ne vit pas la même chose qu'on ne peut pas se comprendre. Tout commence par un échange. Puis vient l'inspiration, l'identification, la prise de conscience et l'évolution. Et maintenant, découvrons ensemble chaque histoire. C'est parti ? Yes, let's go. Let's go. Merci d'être venu, Alexia. Merci pour l'invitation. Et bah, c'est un plaisir de te recevoir. On va commencer par un clap. Yes. Je l'ai fait après. Alors, la synchronisation. On la revoit ensemble. Vas-y. 1, 2, 3. Je suis pas. Je travaille dans la musique, mais je suis pas. Il y aura un autre clap à la fin, peut-être que ça sera mieux. Je pense aujourd'hui qu'on a tous une histoire. Et parfois, on n'ose pas la raconter, on la tait parce qu'on croit que elle ne vaut rien ou qu'elle ne parlera à personne jusqu'au moment où on ose ouvrir la bouche et qu'on ose partager son histoire et qu'on se rend compte que ça parle à quelqu'un d'autre. Il y a d'autres personnes qui peuvent s'identifier et il y a d'autres personnes qui peuvent s'y reconnaître à travers ton histoire. Et c'est le but de ce podcast. Alors, c'est quoi ton histoire ? C'est un espace où je veux permettre aux gens de pouvoir partager leur histoire, leur vérité, leur réalité. Et cette version de leur réalité, c'est pas une version CV, c'est une version avec tous ses détours, ses blessures, ses cicatrices, le courage que ça a demandé aux personnes de devoir prendre certaines décisions, de devoir traverser certaines épreuves. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à ton histoire, à ta réalité, Alexia. Et juste avant ça, on va essayer de te cerner un petit peu au travers du speedrun question. Vas-y. Let's go. Ouais, j'ai très peur de ça, mais vas-y. On va commencer simple. Ouais. Regarde ça. Ton prénom. Alexia. Ouais, c'est simple, dur, non ? Dur. Ton âge. 27 ans. Un peu plus compliqué. Ça, c'est plus compliqué. Non, mais c'est la 27e... Ça fait 27 ans que je suis sur Terre. Donc on dit qu'on a 27 ans, mais en fait, on est dans les 28. Ouais. Et T'as commencé les 28 ça en fait. Et t'as 28 quand ? J'ai 28 en septembre prochain, je viens d'avoir 27. C'est pour ça que je bug un peu et je suis en mode... Ça veut dire que ça fait 27 ans que je suis là. Waouh. Et en fait, ça commence à faire du temps en fait. Le lieu où tu te sens inspiré. Waouh, inspiré. La nature. La nature ? Quel type de nature ? La terre ? Non, plutôt l'eau. La mer ? L'eau. Je suis de l'eau. Ouais. Je viens de l'eau. Mettez-moi dans une île. M'embêtez plus. Est-ce qu'il y a un constat aujourd'hui qui continue à t'étonner ? Sur le général ? Ouais. De manière générale. Waouh. Ah, c'est vaste, hein. Ah ouais, là c'est... Et là, t'as plein de trucs. Mon cerveau, il a fait... Il y a une mer de choses. Un truc qui m'étonne encore aujourd'hui. Ouais. Ah ouais, qu'on sache toujours pas pourquoi les humains, on est humains. Enfin, genre, qu'est-ce qui nous différencie des autres ? Pourquoi nous, humains, on évolue et tout ? C'est vraiment un truc... je regarde la tonne de vidéos YouTube sur ça, en ce moment. Je vois, il y a aucun truc... Dès que tu pars sur une théorie, t'es en mode, non, ça marche pas. Genre, il y a un animal pour te prouver que non. Et t'es en mode, ok. Genre, ça ne marche pas. Aussi, il y a un truc qui m'a mindfuck. C'est que on imagine que... chaque fois qu'on imagine des extraterrestres ou des trucs dans l'eau qu'on connaît pas et tout, on imagine que basé sur ce qu'on connaît, donc c'est-à-dire un truc de mammifère en général. Alors qu'il y a très moyen que ce soit un truc qu'on a dans nos têtes, on appellerait alien, en fait, le truc au fond de l'eau qu'on connaît pas. Ouais. Parce que c'est trop bizarre vu qu'on peut pas l'imaginer et que c'est dans une atmosphère trop différente de la nôtre. C'est vrai, en fait. À chaque fois, quand on imagine même un alien, on l'humanise ou on l'animalise. Et en fait, peut-être qu'un alien, c'est peut-être plus un truc de... Genre, peut-être c'est un ordinateur qui marche. Et pourquoi encore qui marche ? Tu vois, c'est encore humanisé, bref. Ouais. Et genre, par nature, on faisait de l'innovation incrémentale parce que tant que tu connaissais pas le triangle, tu pouvais pas inventer un truc en triangle. Tant que tu connaissais pas le rond, tu pouvais pas assembler un rond et un triangle. Et après, il y a quelqu'un qui a assemblé un rond et un triangle, ça a fait un nouveau truc. Et après, il a pu faire un nouveau truc et tout. Et c'est peut-être pour ça que c'est que en step. Mais du coup, tu peux pas... Peut-être qu'à chaque fois qu'on dit, ouais, on aimerait découvrir des aliens, mais peut-être qu'en fait, des aliens, ils sont déjà là autour de nous. C'est juste que nous, on attend ce que... Enfin, je sais pas ce que j'ai vu, je crois que j'ai vu qu'il y avait une bactérie sur une planète et quelqu'un a demandé si ça pouvait être un extraterrestre et il était en mode, oui, à partir du moment où ce n'est pas sur Terre et que ça ne peut ne vivre que là-bas, même si ça correspond pas à notre modèle, c'est extraterrestre. Et là, je vais te demander de finir mes phrases, je vais les commencer. Allez, vas-y. Et là,
Il y a le jour, il y a... La nuit. Très... Waouh. Et est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Je dirais 2 faces. Enfin, 2 faces d'une même pièce. Ouais. Faut faire 2 choses. Ok. Le silence est... reposant, actuellement, je dirais. Ouais, parce que, exactement, c'est ce que je dis, ma vie est bruyante. Enfin, du coup, je suis amenée à rencontrer beaucoup de gens. J'ai calculé, je pense que je parle à 20 personnes minimum par jour différentes. Waouh. Ouais, donc le silence est reposant. C'est lié à ton travail ou... Ouais, c'est lié à mon travail. Enfin, je parle, mais surtout en texto, mais c'est quand même du bruit foncièrement dans ta tête où t'es là, il faut que je fasse ça, il faut que je dise ça. Puis en plus, en général, quand tu parles à quelqu'un, ça veut dire qu'il faut aller... Enfin, en général, c'est pour aller reparler à quelqu'un et vérifier un truc. Par exemple, ce matin, j'ai reçu un message en me disant « Oui, mais s'il pleut ce jour-là, comment on fait? Est-ce que la marque, elle veut qu'on fasse ça? Ou est-ce qu'elle veut qu'on fasse ça ?» Et du coup, je dois contacter la marque parce que j'ai pas moi-même anticipé la question. La marque, sûrement que non. Donc, elle va me dire « Attends, il faut que je demande et machin. » Et l'autre personne qui me relance parce qu'elle est en mode « La date, elle arrive. » Du coup, je sais pas. Ouais. Et c'est là... Oui. Alors, les 20 personnes, on va tous se détendre. Et c'est quoi ta profession? Actuellement, je suis, j'ai 3 casquettes. Je suis officiellement directrice de clientèle, donc c'est-à-dire commerciale, soyons honnêtes. D'accord. Mais je suis aussi chef de projet et chargée de production. En fait, si je signe un encart pub, etc., je fais qui se réalise derrière. Donc je contacte que ce soit les vidéastes, les photographes qui vont apparaître. Je fais le relais entre la marque et tout le monde. Et après, je renvoie tout, je fais tout valider. Après, je fais le relais pour qu'on poste. Et quand on a posté, je fais le bilan. Et donc, ça demande beaucoup d'interlocuteurs et en plus sur beaucoup de sujets différents parce que parfois, en fait, je vais avoir le même interlocuteur, mais sur 3 sujets. Genre, il y en a un, c'est pour lui faire... Enfin, dans la journée, il va me demander et le bilan de ça, et ça en est où? Et en même temps, au fait, j'ai une nouvelle idée. Faut qu'on fasse ça pour la prochaine fois. Est-ce que tu peux me faire un devis? Est-ce que tu peux me dire qui sera sur le projet, etc. Ah ouais. Et du coup, tu as 3 conversations dans la même conversation. En mode, on va y arriver. Le silence. Mais j'arrive même pas à faire le silence dans ma tête. Donc, parce qu'il y a tout. Après, le soir, quand je suis seule, il y a tout qui se remet et je me dis, oh, j'ai pas fait ça. Ouais. Du coup, voilà. Genre là, j'ai envoyé un message aujourd'hui à quelqu'un que j'aurais pas dû envoyer. J'ai mis une parenthèse, genre, tu peux le lire lundi, mais sinon, ça allait pas sur son cerveau. La peur est... Waouh, l'ennemi. J'ai envie de dire. La peur, en plus, c'est un truc... Bref, j'ai passé 1 an à avoir peur de vivre. Enfin, peur de mourir, mais du coup, vivre était devenu compliqué. Du coup, la peur, c'est vraiment handicapant. C'est une technique, ça sert à survivre. Des fois, il faut se remercier. C'est ce qui m'a aidé, ça peut aider des gens. Je me suis dit tous les matins, j'avais peur de mourir. Du coup, pour une fois, tu veux être en vie. Ton corps veut être en vie. Il a peur pour rien. Il est en train de flipper pour rien. Mais ça montre un désir d'être en vie, ce qui est pas mal. En tant qu'humain, on préfère ça à l'autre envie. Donc, voilà. Et cette peur-là, elle venait d'où? J'ai eu un PTSD. D'accord. Ouais. Bon gros PTSD. Qui n'est toujours pas passé, mais on est vivant au moins. On va pouvoir en parler? Yes. La parole est quelque chose de... Je dirais libérateur. En fait, du coup, j'ai eu un premier trauma, on va dire, à 14 ans, dont j'ai pas trop parlé, les gens ne le savent pas trop, c'est le truc qui c'est les moins. Mais mon statement à partir de ce moment-là a été, s'il se passe un truc dans ma vie, ça veut dire qu'il se passe un truc dans la vie des autres, enfin, qu'il se passe quelque chose de similaire. Donc, je vais parler. En fait, je me confie beaucoup, j'en ai rien... Moi, tout ce qui s'est passé dans ma vie, pratiquement, c'est pas secret, j'ai rien à cacher. Oui, parfois c'est honteux, parfois c'est débile, parfois c'est douloureux, mais je m'en fous. Et en fait, tout le monde m'a dit, mais en fait, comme t'en parles, les gens se confient à toi. Et c'est vrai que je connais plein de choses peu glorieuses. Donc, j'ai beaucoup d'avis aussi sur des choses. Je sais pas, on parle par exemple des femmes agressées. Je sais, beaucoup de personnes de mon entourage m'ont déjà confié avoir été agressées, même si c'est des hommes. Je sociabilise beaucoup avec des gens très renfermés. Et je leur dis non, mais tu peux pas faire ça, tu vas exploser un jour et tout. Après, ils explosent bizarrement. Et puis après, il se passe des choses dans ta vie et tu deviens renfermé et tu te rends compte que personne autour de toi te connaît à un moment parce que du coup, tu t'es renfermé aussi. Une fois, je l'ai dit à quelqu'un, elle m'a dit mais tu m'en as jamais parlé? Genre, tu t'as jamais évoqué le mot? Alors que comme je parle beaucoup et tout, les gens, ils sont en mode, je connais tout sur toi. Je suis en mode, si je veux te cacher quelque chose, je peux te dire que je peux te le cacher. Et parler beaucoup sert beaucoup à cacher aussi. Ouais. Oui, c'est vrai. Il y a les gens qui parlent beaucoup et il y a les gens qui parlent peu. Mais vraiment, parler beaucoup. Croyez pas que vous sachiez tout sur les gens qui parlent beaucoup. Jean d'Ormesson avait dit une phrase, moi, qui m'avait marqué. Il disait, il y a 2 manières de ne pas parler de soi. La première, c'est parler beaucoup
et de rien dire de sa vie privée. Et la deuxième, c'est de se taire. Mais des fois, même, simplement. Je parle de fou de ma vie privée, du coup, les gens, ils pensent qu'ils savent tout. Mais souvent, je suis en mode non. Je sais qu'à un moment, j'étais très aigrie. Enfin, je me plaignais tous les jours à l'école et tout, auprès de mes potes. Ils me disaient, ouais, t'es aigrie. Je suis aigrie. Point. It's a fact. Mais j'étais vraiment aigrie pour rien. Ils me disaient, ouais, t'es aigrie pour rien et tout. Et j'étais en mode, moi, je sais pourquoi je suis aigrie, sauf que je veux pas vous dire pourquoi je suis vraiment aigrie au fond. Du coup, je vais me plaindre d'être en retard, que le prof soit un peu relou, de ma mauvaise note. Mais derrière, je suis en train de dealer une situation personnelle qui est pas facile. Sauf que j'ai pas envie de vous faire porter le poids, personne ne peut rien y faire, ça va passer et tout. Et du coup, les gens sont en mode, ah, mais t'es aigrie pour rien. Et toi, t'es en mode, je préfère que tu penses ça, que tu saches la vérité, ça me va. J'ai aucun mal à dire, j'ai un PTSD. Le pourquoi du comment, déjà, moi, interne, c'est pas encore process. Enfin, genre, avec ma psy, on le travaille et chaque mois, ça évolue dans les mots que je peux mettre. Mais c'est tellement arrivé dans une fraction de seconde et en même temps, c'est tellement un micmac de tout que c'est pas facile de mettre des mots dessus. Et du coup, genre, je suis juste en mode, oui, je peux pas faire ça ou je me plains d'un truc. Et les gens sont en mode, ouais, mais t'es de mauvaise humeur, pourquoi ? Je veux dire, j'ai la flemme. J'ai pas la flemme, c'est juste, ça me demande trop d'efforts et t'expliquer que ça me demande trop d'efforts va me prendre un effort que j'ai pas non plus envie de faire. Ouais, je comprends totalement. Et c'est là aussi la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce projet-là. Parce que je pense que pour pouvoir se comprendre, pour que les gens puissent nous comprendre, en fait, il est important de savoir communiquer, de savoir dire d'où on vient, ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, dans la limite de ce qu'on veut dire, mais donner en tout cas les éléments aux autres de pouvoir nous comprendre. Et après, si ils prennent pas la peine de vouloir comprendre ça c'est autre chose. Ça a été un travail de longue haleine chez moi. Je comprenais pas que les gens voulaient pas comprendre. Pourquoi vous voulez pas comprendre ? Il y a des gens qui sont pas intéressés par comprendre, ils s'en foutent. Mais ouais, je pense que remettre des espaces de communication dans notre société actuelle est plus que primordial. Et en même temps, comme on le sait, c'est les snack content qui marchent le mieux. Du coup, il faut être tranché. Et du coup, ça fait pas communiquer les gens. Et c'est en train de cliver plein de personnes qui, au fond, pensent pas pareil, mais ont des pensées similaires. Voire ont des vécus similaires. Mais il y a pas longtemps, j'ai parlé avec quelqu'un de... Enfin, si je peux me permettre. Bien sûr. Je parlais avec quelqu'un, donc on était à l'IUT ensemble. Et quand on s'est rencontrés, il faisait partie d'un groupe avec qui moi je m'étais détachée, donc ça se passait mal. Enfin, il me crachait plutôt dessus parce qu'on est jeunes adultes, on se cherche et tout. Et il m'aimait pas. Du coup, lui, il est arrivé dans ce groupe, il est rentré comme ça à l'IUT. Du coup, il m'aimait pas trop. Et plus les années passent, plus on parle. Et il me dit, mais en fait, on a plein en commun. J'ai dit, mais quand tu arrives à l'IUT, je savais qu'on avait plein en commun et je savais qu'on n'arrivait pas à se parler parce qu'on avait trop en commun, mais dans deux façons de l'exprimer différemment. Lui, je pense qu'il essayait de fuir ce qu'on avait en commun. Moi, je l'acceptais pas, mais je le fuyais pas non plus. Enfin, c'était assez compliqué. Et du coup, maintenant, on parle, on a les mêmes conversations philosophiques. Et t'es en mode, putain, mais pourquoi je t'aimais pas à l'IUT ? Et je te dis, c'est pas... Enfin, c'est comme ça, genre, c'est comme ça. On n'avait pas un espace où on arrivait à communiquer. Toi, tu pensais que j'étais un tel, ou comme ci, ou comme ça, parce que c'est l'image que tu as eue de moi. Moi, t'appartenais à un groupe que j'aimais pas. J'allais pas venir te chercher et te dire, non, mais on vient des mêmes trucs, en fait. On traverse les mêmes traumas, mon ref. Donc, Et après, il y a aussi cet aspect de traverser les mêmes choses, d'avoir vécu, même au même endroit, d'avoir eu les mêmes traumas, peu importe, avec son entourage, etc. Mais la manière de l'avoir internalisé, c'est pas forcément la même. Après, tu peux vivre le même événement et pas le vivre pareil. À l'intérieur de la même manière. Moi, j'ai perdu ma mère il y a 2 ans et quelques. Et à ce moment-là, plein de mes potes voulaient plus me raconter leur vie, des trucs, des ruptures et tout. Je me dis, mais racontez-moi. Enfin, et c'est pas parce que vous pleurez pour votre mec que... Enfin, ça n'a... les échelles de douleur... bref. C'est bon. Il n'y a pas d'échelle de douleur. Genre, potentiellement, même... en plus, même, genre, ma mère est morte et 2 jours après, je me plaignais de mon taf. Mais alors, tout le monde me dit, mais tu te plains pas de ta mère et tu te plains de ton taf. Et je dis, ouais, mais le taf, c'est en train de me saouler vraiment. Genre, là, ça me saoule. Alors que ma mère, c'est plus... Enfin, je sais pas comment dire, mais même si je m'en plains, il va rien se passer. Et c'était un process que j'avais accepté. Comment on peut accepter ça ? Mais elle était malade et tout, donc voilà. Alors que, toi, ta rupture, ça te fait mal. Les trucs au taf sont chiants, c'est chiant. Et si tu commences à te les retenir parce que quelqu'un est en train de souffrir, on s'en sort pas. Parce que, foncièrement, je pense qu'il n'y a pas une année dans la vie où on souffre pas, avec des gros guillemets, mais bon, t'as toujours un truc au taf qui te fait chier, toujours une situation amicale qui te je sais pas, où tu t'es un peu perdu, une situation amoureuse où t'es un peu perdu,
Je sais pas, donc j'étais en mode, si, parlez-moi-en, en fait. Et en plus, après, tu te rends compte que t'as loupé des trucs un peu importants pour tes potes et que tu t'en veux après. T'es en mode, si tu me l'avais dit, j'aurais pu être... Enfin, je peux être là, ou je peux te dire aussi, je suis en capacité d'écouter, je suis pas en capacité d'être là pour toi parce que là, j'ai trop à dealer. Et le nombre de fois où ça arrivait, du coup, ma mère, tout mon entourage était au courant. Et le nombre de fois où j'ai dit, là, je dois trop dealer des trucs perso. Franchement, j'ai aucune bande passante pour vous, franchement. Et personne m'en a voulu. Et j'étais en mode, c'est pareil pour vous. Enfin, si à un moment ça va trop pas, je préfère recevoir un message. Désolée, je peux pas t'avoir au téléphone parce que pour moi, ça va pas, que juste tu m'ignores ou on se parle pas et en fait, on sait pas ce qui se passe. C'est vrai. Et t'as touché aussi quelque chose qui est important, c'est le temps de processer. C'est-à-dire que quand les événements arrivent, soit ils arrivent d'un coup, tu t'y attends absolument pas. Là, en l'occurrence, tu as parlé de ta maman qui est malade, sans doute qu'on va en parler aussi. Ça fait partie de ton histoire. Mais tu as peut-être vu la chose arriver parce qu'elle était malade. Ouais, moi, c'était hyper... Enfin, du coup, j'ai vécu un décès hyper comme ça et un décès malade... Et pareil, les gens sont en mode, ouais, mais toi, c'est pire ou toi, c'est... Et j'ai vécu les deux. Franchement, les deux, c'est des process différents. Il n'y a pas un mieux que l'autre. Enfin, tu peux te dire, ouais, tu vas la voir mourir, c'est mieux. C'est aussi violent. Parce qu'il y a des choses auxquelles tu t'attends pas. Puis tu ne peux pas imaginer ce qui va t'arriver. Dans tous les cas, dans la vie, si j'ai appris un truc, c'est que quoi que tu imagines, même pour venir ici, peut-être que je me suis imaginé que ça allait être fluide, le trafic. C'était pas le cas. Enfin, tu vois, c'est toujours des trucs comme ça, sur le mouvement de détail. Et il n'y a pas d'échelle où les gens te disent, ouais, mais toi, t'es malade et c'est pire. Enfin, pareil, des fois, je dénigre, j'ai des allergies au quotidien. Et je dénigre mes allergies parce que j'ai des potes qui ont des vraies maladies. Ça ne veut rien dire. Mais qui ont des maladies beaucoup plus graves, auto-immunes. Et en fait, elles sont en mode, non, mais en fait, ça doit être chiant, en fait, ce que tu me dis quand même. Genre, ça n'empêche pas que c'est chiant. Ouais, toi, t'as pas mal et tu mets pas 1 heure à te lever le matin. Parce que ma pote, parfois, elle est verrouillée foncièrement. Donc, pendant 1 heure le matin, elle doit juste déverrouiller son corps pour pouvoir aller faire sa vie. Et elle est plus jeune que moi, ce qui me fait beaucoup de peine. Mais en effet, moi, il y a des jours où juste mettre un pied dehors, c'est une source d'angoisse éternelle parce que je vais peut-être faire 3 crises d'asthme, ne plus voir rien du tout. Et que ça a plein de conséquences... plus social que physique, quoi. Et en mode, c'est quand même aussi relou. Enfin, pas que moi, mais en fait, il n'y a pas d'échelle. C'est relou. Et l'autre, elle vit un truc aussi relou. Mais c'est pas autant ou moins. Même quand on est à l'hôpital, qu'on te demande sur une échelle de 1 à 10, combien tu donnes, même ton échelle à toi, elle est relative aux douleurs que tu as vécues. C'est ça. Si tu as connu, par exemple, on va dire, tu as connu déjà un décès, tu vois. Ouais. Si on te demande une douleur a posteriori, après ça, tu la jugeras en fonction de ce que tu as déjà connu avant. Mais il y a aussi la douleur que tu as envie d'assumer. Alors, parce que quand ça va vraiment pas, j'ai une application où je traque mon humeur. Et il y a des jours où je mets que ça va parce que j'ai pas envie d'assumer que ça va pas. J'en ai marre de voir des ça va pas. Et du coup, je suis en mode, on va dire que ça va. C'était pas si pire, en fait. C'était juste en nuance, c'était pas fou. Mais en vrai, au fond, tu sais que ça va pas. Mais par ego, t'es en mode, allez, vas-y, je vais mettre que ça va. C'est l'affichage. Enfin, voilà, c'est comme dans notre société, on nous apprend à pas trop dire quand on a mal et tout. Donc, si à l'hôpital, on te dit, donne ta douleur, je vais dire n'importe quoi, tu vas peut-être dire 5 alors que tu penses 6. Et du coup, après, c'est au médecin de juger. Mais ma psy, elle le fait. Dans le MDR, tu dois un peu évaluer à quel point un truc te trigger. En tout cas, avec ma psy, parce que je fais pas de l'EMDR. Je fais un brain spotting précisément. Et elle me demande d'évaluer et à chaque fois je lui donne des notes et elle me dit ok, je sais que je peux rajouter 1. Parce qu'elle le voit quand j'hésite, elle est en mode non, là t'es en train d'essayer de pas juger correctement mais de dire lequel est entendable. Ouais, lequel est entendable pour moi dans mon ego, dans ma perception et tout. Et du coup à chaque fois je suis là 3,5 en mode ok, 4 ou 5. Est-ce que quand tu dis ce nombre-là, tu te laisses une marge pour une potentielle douleur que tu connais pas encore, en fait, qui viendra te... Il y a ça, il y a... comment dire il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. Par exemple, dans la session, elle demande plusieurs fois. Et donc, au début, déjà, il y a à quel point je suis de bonne humeur ou pas. Si je suis de bonne humeur, la douleur va être automatiquement moins forte parce que ce jour-là, elle ne me trigger pas, alors que potentiellement, un jour où vraiment... j'ai passé la journée à être trigger par mon PTSD, je peux te dire 9, alors que un jour où ça va très bien, j'ai passé une bonne journée, j'étais avec mes potes, je peux y dire 6. Et après, dans la séance, le but, c'est que ça évolue et tu as un peu l'ego de dire à ton thérapeute, même s'il faut pas, mais tu restes humain, ça évolue. Donc, tu essayes de dégraisser le truc. Et en fait, des fois, je suis juste en mode, mais je sais pas. Genre, après, ça, c'est un truc du PTSD aussi. J'ai aucun lien à moi.
Genre, mon lien au corps et aux émotions est très distant. D'accord. Et... Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis plus... Enfin, quand t'as un PTSD, en général, t'es beaucoup moins connecté à toi-même. Donc, tu peux plus... Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles je peux pas mettre de mots. Genre, je ne sais pas mettre de mots et c'est vraiment genre... Je sens, et je le dis à mes proches, je sens qu'il y a une grille dans mon cerveau qui dit « cut », parce que si on rentre là-dedans, on est foutu. Du coup, ça met juste une grille et je suis en mode « c'est le néant, là ». Là, la partie du cerveau où vous l'activez, elle est verrouillée. C'est un coffre-fort. Il y a un truc, hein. C'est pas ça le problème. Mais c'est qu'il y a... Mon cerveau a dit « ça ne sortira pas ». Et toi, tu le ressens pas, du coup ? Du coup, moi, je sens juste un verrouillage. Je suis en mode, du coup, je peux juste vous dire, je sais pas. Parce que c'est pas, il y a rien. C'est pas, ça va. C'est vraiment, mon cerveau ne veut pas me donner l'élément. Ou mon corps ne veut pas me donner l'élément. Je sens qu'il est en mode rétention du truc. Et tu peux pas l'exprimer. Et t'es en mode, bon, Donc, je dis, je sais pas, parce que c'est trop bizarre. Je sais qu'il y a quelque chose, mais je peux pas dire quoi. Ouais. Et du coup, la meilleure réponse, c'est je sais pas. C'est pas, il y a rien. C'est pas, il y a quelque chose. Parce que peut-être qu'en fait, la porte s'ouvre et il y aurait juste un rideau blanc, quoi. Ouais. Ou peut-être qu'en fait, derrière, il y a une fanfare en train de faire je sais pas quoi dans mon cerveau, mais... Mais ouais, je peux vraiment pas dire tout ce que je sens. C'est la grille qui tombe, genre des phrases qui me sont dites et tout. Je sens le truc qui fait... Et je suis en mode, ok, là, c'est fini. Je sais que je peux me mettre au fond de la chaise et je sais que mon corps est verrouillé pour genre 1 heure minimum. Le temps est... Ah putain, en plus je lis un livre sur le temps. Enfin, j'ai bien de finir un livre sur le temps. Tout. Voilà. Le livre, il dit qu'il faut être en retard dans la vie. Peut-être que c'est pour ça que j'étais en retard. C'est le seul moment qu'on a à soi, le retard. J'aime bien la philosophie. Enfin, je déteste le retard. Je suis très chiante sur ça, normalement. Et ouais, ça parle du temps et du fait. Mais c'est pareil, le temps, en fait, on l'a inventé. Enfin, c'est super relatif. Enfin, bref. Le temps, ça me rend folle. Ça me rend... en plus, avec mon histoire personnelle, ça me rend assez folle. Je suis vraiment, genre, tous les jours, des fois, on fait des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Mais on va tous finir pareil, au même endroit. Hein. Ouais. Genre, Macron, moi, je sais pas, le prince d'Agadir, si on veut, on va tous finir au même endroit. Et on en chie tous pareil, en fait. Genre, je pense pas que Macron, quoi qu'il fasse, kiffe sa life en ce moment. Et genre, on fait tous pareil et... Je sais pas, pourtant, on a tous un temps sur Terre et en plus, on sait même pas combien. Putain, le sens n'a aucun sens. Et je vois, en fait, c'est ça que j'adore comme conversation avec les gens. C'est-à-dire, quelle est ta perception de ce sujet ? Est-ce que tu as envie d'être riche ? Ok, oui, non, pourquoi ? Et machin. En fait, c'est ça. Genre, savoir toute ta life, si t'as des frères et sœurs et tout, ça m'ennuie un peu. En fait, ça a choqué mon entourage parce que du coup, je l'ai vraiment ramené de partout, donc avec ma famille aussi de temps en temps. Et ma famille qui commence à me poser des questions sur elle, et je sais pas. Par contre, je peux te dire ce qu'elle veut faire dans sa définition du bonheur, je la sais. Ouais. Sa couleur favorite, même son âge en soi, je le savais pas précisément, quoi. Et ils se disent, mais Alexa, t'es amie avec qui ? Je sais pas, c'est pas mes sujets de conversation avec mon entourage. Genre, je m'en fous de leur âge. Entre guillemets, je m'en fous de leurs frères et sœurs, sauf s'ils veulent m'en parler, mais c'est pas les questions que je vais leur poser. Par contre, c'est quoi ce qui te rend heureux ? C'est quoi que tu kiffes et tout Vas-y, ça, je vais aller creuser. Ou pourquoi t'arrives pas à prendre une décision alors que tu sais qu'il faut que tu la prennes ? Ce que j'accepte aujourd'hui, c'est... Waouh, j'avais envie de dire l'amour. Wow, ma psy serait... je vais envoyer ça à ma psy. J'ai envie de comprendre pourquoi l'amour t'est venu en premier. Même si tu changes après. Non, mais je vais pas changer, je pense pas. Mais parce que du coup, c'est une réflexion que j'ai eue. Du coup, on manque de temps. On peut manquer d'argent aussi. On peut manquer de plein de choses. Et on est tous un peu scindés entre nos valeurs et, on va dire, la capacité qu'on a à agir. Genre, moi, je suis écolo, mais bon, la planète brûle et malheureusement, je peux rien faire. Et en plus, en intérieur, t'es trigger par plein de trucs. Genre, j'aime trop la mode. Hyper dur d'être écolo quand t'aimes la mode et que t'as envie de t'acheter des vêtements en plus neufs. Donc, tu déconstruis tout et t'es en mode, super. Le truc, c'est que la planète est toujours en train de brûler et moi, j'ai toujours envie d'acheter mes vêtements neufs et à la mode. Et en fait, il y a un truc qui disait, c'est quoi ton truc principal dans la vie ? Et moi, je pense c'est que les gens se sentent écoutés, parce que je pense que par l'écoute, ils se sentent aimés. Enfin, pas... voilà, le mec à qui j'accorde 5 minutes dans la journée, il va pas se sentir aimé, genre, profondément, mais il va se sentir dans son humanité et tout. Et du coup, j'ai dit que c'était ça mon statement, c'est je peux aussi être en retard, maintenant, parce que je m'autorise le retard pour ça, si je sens que quelqu'un dans la rue a besoin d'écoute. Et ça m'a fait un choc une fois à République que je m'arrête à un SDF parce que je sens qu'il a besoin de... Enfin, il me demande une pièce et en général, je leur réponds
parce que je sais que du coup, personne n'est cala, etc. Je cala pas tout le temps. Et lui, il commence à me parler. Et je sens qu'il a besoin d'attention et j'ai accordé 5 minutes de ma vie et genre vraiment, ça me coûtait rien du tout. Et je vois à la fin, il est en mode pardon, désolé, merci et tout. Ouais, ça a changé ta vie à ça alors que moi, dans mon quotidien, il s'est rien passé quoi. Et t'es en mode, ok, bah ça, je peux le faire. Ça a donné 5 minutes. Pareil, il y a plein de. Dès que j'enlève mes écouteurs, je sais pas pourquoi, il y a plein de gens qui me demandent leur direction. Peut-être que je regarde un GPS. Mais ça me va et je suis en fait, ça me coûte rien de m'arrêter, de leur donner leur lock. Et oui, peut-être que je vais être 1 minute en retard à mon rendez-vous. Franchement, à la fin de ma journée, j'aurais oublié. Enfin, des fois, il y a des gens qui te sourient dans le métro et t'es en mode « Oh, merci ». Ou souvent, c'est des enfants parce que les enfants sont plus ouverts. Et tu les vois et t'es en mode « Oh, ça joue, elle me donne de la joie ». Et t'es en mode « Bon, pourtant, elle a rien fait ». Mais je le prends aussi dans l'autre sens. Des fois, il y a des gens, ils sont aigris avec toi dans la journée. Enfin, je sais pas, souvent dans le métro aussi, pareil. Parce qu'à Paris, du coup, c'est quand même une vie bien dense où t'as beaucoup de gens. Et ils te poussent et tout. Et t'es en mode « Putain, il m'a pas qu'à là. Il fait chier, machin, nanana ». Et en fait, peut-être que sa réalité, c'est qu'aujourd'hui, il a appris une mauvaise nouvelle. Il est hyper stressé. Là, il est en speed pour, je sais pas, aller voir quelqu'un à l'hôpital. T'en sais rien, en fait. Bon, c'est un peu beaucoup ma mère qui m'a fait réaliser ça. Parce que quand je suis descendue pour, du coup, l'accompagner à mourir, j'étais dans un train et je me suis dit, sur ma gueule, personne ne peut lire ce que je suis en train d'aller faire. Tout le monde, je l'ai vu dans le métro, je voyais des meufs qui étaient en mode putain, elle va en vacances. Ma valise, j'aimerais qu'elle soit pas faite là. Et après, j'ai mis des stories de piscine et tout le monde me disait, ouais, t'as l'air d'éclater. J'étais en mode, ouais. Bah, j'attends dans une piscine que ma mère crève. C'est fun. On s'amuse. Et en fait, tu sais pas ce qui se passe. Du coup, il faut rien prendre personnellement. Et par contre, aller chercher le personnel avec ses proches. Parce que pareil, du coup, pas se baser sur des stories, pas se baser sur un petit ça va. Et parfois aussi d'être gentil, ça te remet de bonne humeur. Genre, mais ouais. Et je pense que j'ai appris ça avec le Covid aussi. Parce qu'avec le Covid, on m'a dit qu'est-ce que t'aimes faire ? Et je t'ai rencontré des gens. Covid, impossible de le faire. Du coup, j'envoyais des messages aux gens. Et ils étaient en mode, c'est trop gentil de venir parler. Parce que moi aussi, ça me manque en fait d'avoir des nouvelles conversations, le truc que t'avais au bar d'habitude et tout. En fait, t'es en mode, en vrai, tout le monde manque de la même chose un peu. Donc, ouais, dis bonjour, dis merci. Dis bonne journée, enfin je sais pas, je sais que moi, voilà, si je passe le soir au Picard en bas de chez moi, je leur dis bonne fermeture parce que je sais que la fermeture c'est chiant, qu'il y a toujours des clients qui vont faire chier. Si une meuf vient de se faire insulter à la caisse juste avant, j'ai redit bien bonne journée avec le meilleur sourire que je peux pour lui dire ça va, ouais, avant c'était pas fou. Parce que, enfin là, il y a quelques jours, il y a une meuf qui a pas pris un billet parce que le billet était trop froissé. Donc la cliente comprend pas qu'elle prenne pas un billet parce que foncièrement, elle a un billet, quoi. Et elle est en mode, oui, c'est les nouvelles règles parce que les robots font qu'on peut plus prendre les billets. Enfin, les billets ne passent pas et s'ils ne passent pas dans la machine, on peut pas le prendre. Et du coup, elle s'est fait insulter de fou. Enfin, les deux étaient en mode, genre, ça va, bonjour, bonne journée, ça va aller, t'inquiète, genre. Tu peux rien y faire et l'autre, elle peut rien. Enfin, l'autre est légitimement en droit d'être en colère. Toi, t'es en droit d'être frustré que l'autre soit mis en colère et ça va. Ouais. Et je trouve que cette phrase, cette interrogation, elle a perdu totalement son sens. Parce que souvent, déjà, quand tu poses cette question, tu laisses que 2 possibilités, soit oui, soit non. Ouais. Et en plus de ça, tu t'attends même pas à ce que l'autre puisse répondre non. Parce que on déteste la réponse non. Ouais. Et du coup, tu t'attends toujours à un oui, limite t'induis une réponse qui a un oui, et finalement, t'en as même qui posent la question ça va, et qui t'écoutent même pas, tu le vois. Parce qu'il continue au travail, c'est souvent comme ça, malheureusement. Ouais, qui continue son chemin, qu'il n'y a rien. Bon, en fait, du coup, ça devient presque une ponctuation de limite t'interpelles quelqu'un pour dire bonjour, ça va, ok, je vais à mes occupations, tu vois. Ouais, mais après, ça, j'ai une haine du bonjour, ça va. Enfin, du bonjour, ça va. Alors, en fait, c'est très compliqué parce que du coup, avec les Américains, ils l'ont pas. Enfin, ils sont pas « Hello, how are you ?» et tout, c'est pas comme ça. Et en fait, tu te dis « Ah, punaise, ça me manque cette politesse à la française. » Quand tu l'as pas, c'est manquant. Et en même temps, quand j'étais petite, je disais « Mais j'ai pas envie de dire bonne journée à tout le monde. » Il y a des gens, je m'en fous qu'ils passent une bonne journée. Et quand tu dis bonjour, normalement, tu veux qu'ils... En fait, tout a perdu de son intention. Et en même temps, c'est très bien la politesse, franchement. Faut la garder. Et en même temps, on perd de l'intention. Et en même temps, on en revient au temps. On n'a pas le temps. Le nombre de fois où j'ai dit bonjour, ça va, et j'ai pas écouté la réponse parce qu'en fait, à la base, je viens juste parce que j'ai une question, mais que la politesse fait que je dois dire bonjour, ça va, alors que foncièrement, là, j'ai juste une question, j'ai 5 minutes pour avoir la réponse, donc j'ai pas le temps de le truc. Mais en même temps, est-ce qu'il faudrait pas prendre le temps de s'intéresser Tu vois, c'est tout un truc de temps, en fait, où tu dis ça par politesse, donc t'assumes la règle, sauf qu'en fait, t'as pas le temps de faire la règle complètement, et du coup, ça devient impoli.
Mes diplômes sont... J'ai envie de dire inutiles, mais c'est faux. Mais inutile, mais c'est faux. Pourquoi tu dis les deux choses? Non, mais ils sont inutiles parce que c'est pas les diplômes qui font que je sais faire ce que je sais faire. Et en même temps, ça te permet d'aller à l'école, de rencontrer des gens, d'avoir accès à des choses auxquelles j'aurais pas eu accès sans. Pour ça, je déteste les gens qui disent faites pas d'études. Ouais, mais sans avoir fait des études, j'aurais pas compris qu'en fait, dans le monde, il y avait des agences, par exemple, des médias, des annonceurs. Parce que voilà, il y a tout un vocabulaire, et même là, dans mon travail, je l'apprends encore. Et en fait, si tu vas pas à l'école, tu t'apprendras pas ce vocabulaire, et quand tu arriveras et que tu voudras faire ce métier, tu sauras même pas comment ça s'appelle. En fait, ça te donne pas une connaissance ultime de comment faire ton métier, mais ça te donne une connaissance de comment le secteur dans lequel tu veux aller va fonctionner. Et qu'est-ce que à quel moment tu as besoin de X ou Y ou Z. Bah là, c'était un peu aussi en venant, j'envoie un message, je travaille dans une asso, je fais les RP, donc la relation presse, et elle me dit de faire les stories. Je dis c'est pas mon rôle et tout, et j'ai pas beaucoup de temps en plus, donc j'ai pas envie de faire ça en plus. Et elle me dit mais moi je voulais une stratégie de com. Et je dis, là tu me demandes 3 choses différentes, des RP, du graphisme et une stratégie, c'est différent. Et puis j'ai dit en fait à chaque fois vous voulez une stratégie, mais vous avez personne pour l'appliquer, et ça sert à rien du coup d'avoir une stratégie si vous la faites pas en fait. Et parce qu'ils ont déjà payé une agence super chère qui a sorti déjà en plus du bullshit je trouve, mais en plus parce qu'en fait elle sait pas ce qu'elle veut, et du coup comme elle a pas le vocabulaire, elle a mal demandé à l'agence ce qu'elle voulait, l'agence a pris son argent parce que voilà. Et ça sort ça, et elle aussi elle sait pas trop ce qu'elle veut, en fait elle veut tout et rien et machin, et je suis non. Et puis aussi et en fait en sachant mieux ce que tu veux, en tout cas ce vers quoi tu peux aller, tu peux prioriser. Moi du coup je viens de la communication, du marketing, je ne comprends pas pourquoi on a un master. Si on a un master pour pouvoir prétendre être cadre et avoir un salaire de cadre, foncièrement c'est que pour ça qu'ils font un master, parce qu'à partir du bachelor, en 3 ans je pense qu'on peut apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Vraiment tout ce qu'il y a à apprendre en théorie, je parle. J'ai appris énormément de choses, mais beaucoup plus sur le terrain avec des personnes qui m'ont vraiment tout expliqué qu'en école, déjà. Et en plus, si on creuse le sujet, en fait, un master, ça devrait presque être en com, en tout cas, une thèse. Tu devrais creuser un sujet, genre, je sais pas, l'impact des réseaux sociaux sur la communication d'entreprise. En fait, tu devrais juste creuser un sujet et voir dans quoi tu veux te spécifier, ou comment la communication et la culture peuvent s'associer pour servir une cause. Voilà, j'en sais rien. Il y a une tonne de thématiques hyper intéressantes, parce que je vois des gens qui ont fait des thèses de la com et je suis en mode, c'est fascinant, et si on faisait tout ça, ce serait mieux. Mais ouais, le master, c'est juste pour te dire que tu as un cadre. Et par contre, en alternance, j'ai énormément appris, mais parce qu'en fait, il y a un moment où la théorie, elle ne suffit pas, parce qu'il faut, se confronter au monde réel, et que quand on te dit, fais un SWOT et fais un pestel, et qu'en fait, le mec te dit, il me faut le dossier pour ce soir, tu vas pas faire un SWOT et un pestel, parce que si tu veux le faire correctement, tu mets du temps. Ou quand on te dit, oui, il faut une étude quanti et quali, faire une étude comme ça prend des mois, et nous, on veut les datas pour dans 2 jours. Ok, en fait, tu vas pas faire comme ça, tu vas apprendre à te débrouiller, à sortir un truc, et à sortir les datas comme tu peux, en disant que du coup, elles sont pas hyper fiables parce que t'as pas fait ça, et que s'ils veulent faire ça, faudra le faire correctement, etc. quoi. Et si je te dis, pour moi, la réussite, c'est... C'est la question que je me pose tous les jours. Donc, je sais pas répondre encore. J'arrive pas à savoir ce que je veux. Je suis en transition. J'ai toujours défini ma personne et la réussite par le travail. Du coup, j'ai perdu ma mère qui s'est tuée au travail. Genre qui a travaillé toute sa vie pour avoir de l'argent, pour machin. Du coup, elle a 0 profité avec nous. Elle a pas profité de sa vie. Du coup, on a quand même... elle était à peu près consciente quand elle est morte, on va dire. Dans la période où elle est morte, la dernière semaine de vie, elle était à peu près consciente, et j'ai ressenti beaucoup d'amertume envers sa vie. Elle s'est dit, j'avais l'impression qu'elle avait eu l'impression de passer à côté de sa vie et de se dire merde, maintenant c'est fini, et en fait tout ce que je disais que je ferais plus tard sera pas, tout, elle s'inquiétait tout le temps moi. Ce qui me fume, c'est qu'elle s'inquiétait tout le temps pour la retraite. Elle disait à la retraite, comment je vais faire? Définir la réussite par le travail, tu vois, si t'as pas de retraite en fait, et du coup si à un moment tu peux même pas avoir ta vie perso, quel intérêt? Et du coup je suis en mode mais en même temps j'ai pas du tout envie d'avoir que de la vie perso, tu vois, j'ai pas du tout envie de faire que randonnée, j'adore la randonnée. J'ai pas envie de faire que randonnée, j'ai besoin que mon taf de me donner à fond au taf, et que ça me valorise, et que ça me plaise, et que ça me challenge et tout, et j'ai besoin que mon taf soit assez un truc qui te donne de la reconnaissance.
Donc je sais pas. Je sais pas où est la réussite entre je veux vraiment une vie perso, épanouie, voilà, et notamment du temps pour mes amis, du temps pour moi, du temps pour un copain le jour où il arrivera s'il arrive. Mais ouais, du temps pour mes proches, quoi. Et du temps pour, même moi, m'enrichir. Enfin voilà, lire mes livres, réfléchir à des sujets, écrire sur des sujets. Et en même temps, écrire sur des sujets, c'est du travail. Enfin bref, très compliqué. Et en même temps, faire des belles choses au travail. Donc, c'est tout à voir ? Non, je sais pas. Si ton histoire était un livre, waouh, et on se trouve dans un de ces chapitres-là, dans ta vie présente, ok. Ça serait quoi le titre que tu donnerais à ce chapitre ? Ah là, ce serait Renaissance. Ouais. Là, on est dans une nouvelle ère. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Du coup, j'ai perdu ma mère il y a 2 ans. Ma mère, c'est une emprise un peu toxique aussi, quoi qu'on puisse en dire. Et il y a de l'attachement, il y a plein de choses. C'est très compliqué de perdre un parent où tu es censé être attaché et qui a essayé de prendre soin de toi, mais qui a beaucoup de problèmes dans sa vie à la base. Ma famille, si on fait l'historique, ils sont tous juste dépressifs. Franchement, j'ai été dépressive aussi. Je suis toujours un peu dépressive. Et du coup, malgré tous les efforts pour bien faire, et c'est ça qui est un peu pénalisant, c'est que elle a fait de son mieux. Ça nous a traumatisés en tant qu'enfants. Et du coup, là qu'elle est plus là, je peux enfin devenir moi et pas la version qu'elle avait envie que je sois. Et du coup, c'est assez libérateur. J'aurais pas pu faire du freelance si elle était vivante, par exemple. Donc on n'aurait pas pu se rencontrer. Parce que ma mère, la sécurité financière, lui dire que j'étais en freelance. Waouh! Même si elle était toujours suivez vos rêves et tout, et en même temps, elle était en mode oui, mais c'est pas sécurisant tes rêves là. Ouais, c'est pas sécurisant tes rêves là. Du coup, tu sentais t'as une pression. Alors après, parce que je suis people pleaser aussi. Hein. Attention, ça peut ne pas marcher sur quelqu'un. Mais moi, j'ai été beaucoup éduquée et ma mère, elle m'a beaucoup fait pour que je sois comme elle aurait voulu être. Donc, j'ai pris des chemins où. Ça, c'est un truc pareil, j'arrive pas à identifier parce que j'arrive toujours à faire ce que je veux, mais en faisant ce que les autres attendent de moi. Enfin, j'arrive toujours à trouver un entre-deux. Elle voulait que je fasse des études, donc je les ai faites, mais dans la com. Qui est le truc qui me plaît le plus, je pense, en termes d'études. Mais ouais, du coup, là, je peux devenir moi. Enfin, même, j'avais pas de tatouage avant que ma mère meure, sincèrement. Je ne m'habillais pas pareil. Je suis en train de changer tous mes vêtements et tout. Et pourtant, elle a jamais dit qu'elle était contre les tatouages. Genre, c'est pas du tout ça. Mais je savais que c'était pas l'image qu'elle voulait. Et du coup, t'as une pression, et du coup, depuis qu'elle est pas là, je suis en mode, ok. Et puis aussi, ça te fait remettre en question toute ta vie, en fait. Genre, t'es en mode, ok, qu'est-ce qui compte vraiment ? Et ouais, du coup, d'avoir perdu tout ça, tu peux être qui tu veux. Et être qui tu veux, c'est dur. Hein. Parce qu'en vrai, on se plaint du cadre de la vie, de oui, on peut pas être ce qu'on veut. Mais quand vous pouvez être vraiment qui vous voulez entièrement, quand t'as trop de choix, tu sais pas quoi faire. Et tu fais rien, en fait. T'es juste paralysé en mode Et en fait, après, ce que j'ai un peu fait, et je me suis rendu compte, je suis allée fouiller dans mon adolescence qu'est-ce qui me plaisait toujours 10 ans après, en gros, et quels sont les gens que j'admirais actuellement, et j'étais en mode, ok, c'est vers là qu'il faut que j'aille. Parce que si tu pars juste du vide, tu restes dans le vide. Si je te disais que tu peux dîner avec qui tu veux, avec qui tu dînerais ? J'ai envie de te dire Rihanna, mais là, c'est juste par envie perso. Ouais. Mais ma petite Riri. Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. En fait, je pense que je pourrais pas dîner qu'avec une personne. J'aurais envie de faire une tablée de plein de gens qui parlent de leur époque et de plein de trucs. Et viens, on te divertit. Genre, ouais, je te mets une nana situation avec un Aristote et une Rihanna. Enfin, tu vois, un peu de fun, un peu de... Même des grands sportifs, je pense que chacun a un truc à apporter. Et chacun a ça et plein d'époques différentes. Donc, je sais pas. Édouard Louis aussi, je veux y parler, lui. Ouais. Lui, il est encore là, il est toujours vivant, il est bien à Paris. Je vais aller le trouver. Mais ouais, non, je pense plein de gens, parce qu'il y a trop de trucs qui se croisent. Tous les auteurs de tous les livres, même ceux que je trouve pas intéressants. Parce que même ce qui est pas intéressant, il faut aller le questionner de pourquoi ça t'intéresse pas, toi. Est-ce que ça t'émeut pas parce que c'est pas juste en écho avec toi, ou est-ce que c'est vide? Et en vrai, je pense qu'il y a très peu de choses qui sont purement vides et qui sont vraiment inutiles. Avec toutes ces questions, on a pu aborder certaines parties de ton histoire. On a pu aborder des événements qui sont passés, qui t'ont marqué, qui t'ont construit aujourd'hui, pour comprendre qui tu es. Wow. Et comprendre ce qui fait de toi aujourd'hui qui tu es. Déjà, je suis 2 personnes. Et donc, la question que je vais avoir pour toi, Alexia, alors, c'est quoi ton histoire? Waouh, putain, en plus, à chaque fois, où tu commences, en fait.
Est-ce que je commence des petites... je suis née dans un village du fin fond du sud de la France de 800 habitants. On vivait avec mes grands-parents. Genre, on avait une grande maison, par contre, mais on vivait avec mes grands-parents. Et j'ai une sœur. J'ai un père et une mère. Mais j'ai le rôle de la grande sœur de la famille quand même. Ça, c'est très perturbant pour tout le monde. Après, on a déménagé à mes 7 ans. Dans la ville à côté, la plus grande. Ce qui, avec le recul, est un cadeau. Parce que j'aurais jamais pu faire les études que j'ai faites si on n'avait jamais déménagé. Parce que dans le village, du coup, si on était dans le village, j'avais 1h30, je pense, de bus pour aller au lycée où je suis allée après, qui est le meilleur lycée du Gard que ma sœur a choisi. Et ma sœur a choisi ce lycée, moi j'ai suivi, je me suis fait harceler un peu au collège et tout. Je vivais mal, la primaire je l'ai mal vécu. Le collège c'était avec les mêmes personnes, elles m'ont harcelé plus fort. Et du coup, tout ce que je veux c'est me barrer de là. Je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Ma sœur elle est très, elle sait où elle veut aller. Je vais la suivre jusqu'à que je trouve ma voie. Je sais que je veux pas du tout faire pareil qu'elle, ça c'est sûr. Je suis pas du tout pareil qu'elle non plus, mais je veux faire pareil. Et du coup, on a pu aller à ce lycée parce qu'on a déménagé. Et puis même pour le collège, du coup, on est dans la ville du collège, donc t'as pas de transport. Donc même pour la primaire, la fin de la primaire, j'avais pas à prendre la voiture et tout. Tu t'enlèves du temps de transport, c'est fou. Je me levais pour le lycée en étant à 1 heure de bus. Je me levais à 5h. Je partais à 5h30, je pense. En fait, je partais à 6h30. J'arrivais à 7h30 pour commencer à 8h les cours. Je finissais à 18h et je rentrais chez moi. C'était entre 20 et 21h. Et il fallait faire le devoir. Parce que c'est le meilleur lycée du Gard. Donc, ils tiennent à leur niveau. Et du coup, t'avais pas mal de trucs à faire. Il y a juste à la fin du bac, on nous a dit « Oui, en fait, la dernière année, on vous a fait un niveau prépa. » Je me sentais un peu nulle pendant 1 an, mais je comprends mieux pourquoi. J'ai fait un burn-out, tellement c'était dur. Donc, voilà, parce qu'ils te mettent bien une pression. Et qu'en plus, avec les horaires, t'as tout ça. Donc, voilà. Après, j'ai fait un coup de tête. Ma vie, c'est beaucoup de coups de tête. Je sais pas comment ça se passe, mais ça se passe bien jusqu'à maintenant. Je voulais faire une MANA, qui est en gros une prépa d'art appliqué. Et en même temps, je voulais partir en informatique. Voilà, parce que j'ai dit j'étais 2 personnes. J'ai précisé. Mais ouais, et du coup, je savais pas, je veux les 2. Et je sais pas, la veille de la fin de valider sur l'ancienne plateforme pour les vœux supérieurs, je vois un DUT métier du multimédia Internet, 24 matières sur l'Internet. Je me dis, allez, on va tout whip-in, on va mettre ça. Je l'ai eu. J'y suis allée. Meilleure année de ma vie. C'était 2 ans avec des gens géniaux qui sont devenus pas mal de ce que je connais. Sont devenus des très belles, soit très belles personnes personnellement, soit dans leur carrière. C'est fou. Et en général, c'est des bons humains pour ceux que je connais encore. Donc ça, c'était cool. Et c'était la première fois que je vivais seule. Et après j'étais reperdue. En plus, à ce moment-là, je me suis mis en couple avec quelqu'un qui a... Ne faites jamais ça. Mais du coup, mon grand-père, il s'est suicidé quand j'avais 16 ans, d'une balle dans le crâne. On aime ou on n'aime pas. Et du coup, ce mec, à l'époque-là, j'étais proche de lui parce qu'il était en crush sur une pote. Et tout ça s'est pas fait. Bref, du coup, je le connaissais quand même. Et en fait, à la rentrée, j'apprends que son père s'est pendu. Du coup, j'ai dit, tu sais, toi et moi, on a un truc en commun, si tu veux en parler. Salut. Alcool aidant, à un moment, on part en Espagne, on va aller faire une soirée et tout, on finit dans le même lit, et ça a fait un couple, mais un couple de traumatisés. Ça ne marche pas du tout. Du coup, ça fait 7 ans qu'on n'est plus ensemble, ça fait 7 ans que je suis célibataire, et je crois que j'ai mis 5 ans à comprendre qu'il m'aimait. Parce que tellement c'était chaotique. Genre, c'était... horriblement chaotique, c'était impossible. Enfin, déjà, après, pour moi, plus après avoir revécu un deuil pareil, je me dis, mais pourquoi on s'est mis en couple? Genre, vraiment, c'est pas dans une période dans laquelle tu es capable de gérer tes émotions. Parce que j'ai eu une bébé relation à ce moment-là aussi, quand j'ai perdu ma mère. Enfin, du coup, je vais faire plein de ponts, mais... j'ai perdu ma mère, je me suis fait ghoster par un mec qui savait très bien ce qui se passait dans ma vie. Donc, déjà, ça partait mal. Et après, j'ai rencontré un autre mec. Et on a eu une histoire de très... J'appelle ça mon CDD. Ça s'est super bien passé, merci à lui. Mais en fait, c'était genre vraiment, on se voit, on passe 12 heures ensemble, génial, et après on se parle pas. Et après on se revoit, et on parle 12 heures ensemble, et on se parle pas. Il n'y avait pas de fidélité, il n'y avait pas de... C'était pas une vraie relation. Et j'étais déjà ça, c'est dur pour moi à gérer, parce que juste les émotions que tu ressens, en plus du deuil et tout, où t'es dans un bordel bizarre, c'est hyper dur de ressentir ces émotions. Et je me dis, pourquoi t'es sortie avec moi, vraiment? T'avais pas l'espace sentimental pour avoir quelqu'un. Du coup, je comprenais mieux le bordel que ça a été notre relation.
Qu'est-ce qui t'a fait te dire justement se mettre en couple entre traumatisés, c'est pas alors, en vrai, cette bonne chose là. Je pense qu'il faut pas partir du postulat je suis traumatisée, je peux pas être en couple. C'est un autre postulat que j'ai eu après. J'étais en mode, ça va être compliqué dans la vie parce que j'ai pas mal enchaîné les galères et je pense pas, mais il faut savoir si. En fait, faut aussi choisir le type de couple. Déjà, on était jeunes. C'était notre première vraie relation à tous les deux. Donc, il y avait l'immaturité émotionnelle, on va dire, de pas avoir eu de relation. Et je pense qu'il faut juste prendre en compte qu'il y a un traumatisme et quel impact ça va avoir sur la relation. Et se dire, est-ce que même juste déjà se poser la question de est-ce que j'ai l'espace pour quelqu'un d'autre ? Et est-ce que cet espace convient à la personne en face, en fait ? Parce que c'était ça le truc, c'est que lui avait besoin de temps pour process de son côté tout seul, parce que c'est quelqu'un qui est très solitaire. Et moi, en plus à ce moment-là, j'avais des besoins affectifs énormes, foncièrement. Enfin, énormes. Grands, en tout cas. Et du coup, moi, j'étais en mode, j'ai vu des câlins, je veux te voir et tout. Et lui qui était en mode, j'ai besoin de process tout seul et tout. Ça collait pas, sauf que t'as 20 piges, c'est ta première relation, t'es pas en capacité de dire j'ai besoin de ça. L'autre est pas en capacité de dire j'ai besoin de ça. Et surtout, aucun en capacité de dire ça ne collera pas, ça ne va pas marcher. Donc en fait, tu fais juste que tu gueules sur la personne. Enfin, tu gueules. C'est jamais anglais, mais tu lui dis mais t'es pas assez là pour moi. Et lui, il dit des trucs et machin. En fait, tu te fais des reproches pendant des mois et des mois. Et à la fin, ça fait que tu dis on va où ? Nulle part. Ok, on se sépare, quoi. Et ça t'a permis aussi d'apprendre peut-être plus sur toi, sur l'acceptation de certaines émotions, certains sentiments. Sur moi, non, je comprenais rien à ce qui se passait à ce moment-là de ma vie. D'accord. Non, sur moi, après oui, mais longtemps après, vraiment longtemps après, parce qu'à ce moment-là, je comprenais rien à ce qui se passait sur moi. Un truc qui m'a fait comprendre, c'est surtout que moi, j'avais pas fait le deuil de mon grand-père et que je l'associe beaucoup à une figure paternelle. En fait. Et du coup, c'est pour ça que ça a aussi été obvious. Et en fait, j'avais pas capté, quand j'ai dit on a vécu quelque chose de similaire, j'avais pas capté le sens que j'y mettais moi personnellement en fait, à ce moment-là. Et en fait, si, j'avais perdu une de mes figures paternelles. Quoi. Même si, j'ai mon père, ce qui est hyper compliqué dans ma vie à comprendre aussi pour les gens, parce que du coup, pour moi, j'ai perdu une figure paternelle, une figure maternelle, mais j'ai toujours mon père et je dénigre pas que mon père est mon père. Donc, voilà. Mais ouais, dans ce moment-là, je pense que moi, en fait, je suis allée faire mon deuil sur lui et lui, il a pas. Enfin, bref, ça ne matche pas. Est-ce que tu penses que deux traumatisés, deux personnes fracturées peuvent quand même se rencontrer, se mettre en couple et être heureux ensemble en fonction de leur cheminement, leur manière d'avoir accepté certaines situations, certains événements de leur vie et de les avoir dépassés? Moi, je pense pas qu'il y ait de gens pas traumatisés. Franchement, quand j'en parle, pourtant, j'étais vraiment un peu une ouin-ouin, genre ma vie est compliquée et tout. Bref, même si ma vie a été compliquée, quand tu te rends compte des gens, et pourtant j'ai rencontré des gens vraiment très privilégiés et tout, tu leur parles et en fait tu te rends compte qu'ils ont vécu un truc dur, tous. Déjà parce que comme on a dit, ça ne s'évalue pas potentiellement, toi perdre ton pote, entre guillemets, enfin t'as perdu un pote petit, ça t'a pas affecté. Peut-être que lui, comment il a perdu son pote, même si c'était qu'un pote, c'est pas son meilleur ami et tout machin, ça l'a affecté. Donc tu peux pas juger ça. Et du coup, je pense que déjà, on est tous traumatisés. Après, est-ce que tu as envie d'en prendre en compte et est-ce que si tu sais reconnaître quand c'est en train de t'impacter dans les relations, en fait. Moi, je sais que du coup, avec ma meilleure amie, ça m'a permis beaucoup d'évoluer parce que quand on a construit notre relation toutes les deux, on a vraiment pensé ça comme... on va avoir l'impression que je parle d'une relation amoureuse, mais c'est vraiment comment on l'a construit. En fait, on se le dit quand ça va pas, on se le dit quand ça va. Des fois, on s'envoie qu'on s'aime bien, des fois, on s'envoie qu'on se saoule. Voilà. Des fois, on s'envoie qu'on n'a pas le temps pour ça parce que c'est pas notre priorité. Et je pense que sur ça peut marcher. Et pourtant, elle a des blessures, on va dire grossièrement des blessures d'abandon. J'ai des blessures d'abandon, donc ça peut très vite venir de « tu m'abandonnes, là !» Et en fait, si tu arrives à communiquer et que tu es d'accord les deux pour essayer de se comprendre, ça marche. Et si ça marche en amitié, je pense que ça marche en amour. Après, vous parlez à quelqu'un qui n'a pas eu de relation sentimentale depuis 7 ans. De vraies relations sentimentales depuis 7 ans, mais avec la dernière personne, du coup, le CDD. Bon, du coup, c'était l'américain. Donc déjà, il y a un choc culturel. Et en fait, on communiquait beaucoup sur ça. Pendant 12 heures, c'était 12 heures de
communication intense. Voilà. Vraiment, c'était 12h, 24h accordées l'un à l'autre, mais c'était... quand je te disais la disponibilité et tout, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Il y avait zéro distraction. C'était vraiment un hors temps pour tous les deux. Je pense que tous les deux, pour multiples raisons, on en avait besoin. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça me faisait sortir de mon deuil, foncièrement. Dans ce temps-là, j'oubliais mon deuil et tout. Donc nous, on n'a jamais passé l'étape de se mettre en couple. Et j'étais en mode, attends, t'es un Américain en Europe qui a de l'argent, qui part tous les week-ends de partout. Tu vas pas me dire que tu vas m'être fidèle. Genre, tu vas pas me la faire à moi 2 minutes. Je serai à ta place. J'irai faire ma vida loca comme jamais. Donc, tu vas pas me mentir. Et moi, j'y ai dit, par contre, moi, quand je suis sur quelqu'un, je suis sur quelqu'un. Et je suis sur toi, c'est toi. Par contre, s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans ma vie, et toi, ça va être ciao. C'était le deal. C'était le deal très clair de je suis pas ta seule personne, je le sais très bien, mais toi, sache que tu as ta place là parce que foncièrement, je suis disponible et tu me plais. Mais si quelqu'un veut une relation avec moi plus ancrée, parce que voilà, moi j'ai envie de ça, et que la personne me plaît et tout, je vais aller vers ça. Avec lui, je vois un truc et j'ai envie d'y aller et j'ai envie de le tenter. Et en fait, je pense que tous les deux, ça nous a fait du bien parce que moi, ça m'a appris à pas dépendre de lui du tout. Voilà quoi. On verra où ça va et ça fait que c'était un très bon CDD. Enfin, pareil, j'avais la date de départ aussi. Pourquoi tu t'engages là-dedans ? Tu t'engages là-dedans quand tu sais que la personne va se barrer. Moi, je savais que ça allait durer 6 mois, qu'au bout de 6 mois, ce serait fini. La personne est de retour, du coup, aussi à Los Angeles. Il m'a fait apprendre plein de trucs sur moi et même lui, j'ai dit, parce qu'il était très angoissé d'envoyer des messages. Mais ta mère te manque. Genre, chaque fois que je te vois, tu me dis que ta mère te manque et j'envoie même pas un message. Alors en plus, c'est pareil, il voyait bien un peu le miroir. Genre, moi, j'ai pas ma mère, toi, t'as ta mère. Ta mère te manque, peut-être envoie-lui un message. Et c'était assez drôle de voir que des fois, tu rencontres aussi des gens avec qui il y a quand même un miroir de ah oui, toi, tu veux ça, toi, tu veux pas ça. Enfin, moi, ça m'a vraiment appris à me dire que toutes mes relations étaient aussi importantes aussi. Et à trouver un équilibre. Genre, du coup, pour une fois, mes amitiés ont pas pris cher. Parce que souvent, surtout quand t'es une meuf, je pense, tes amitiés prennent cher quand t'es en couple. Et je le vois beaucoup pour mes amis. Donc, de me dire, non, mais en fait, c'est vraiment pas ma prio, parce qu'en fait, il y a que quand il est dispo, vraiment dispo, qu'on peut se voir, et que quand je suis vraiment dispo aussi, qu'on peut se voir. Et du coup, vas-y, va voir tes potes, fais ta vie. En fait, fais tout, via cette période aussi. Et assumer mes choix, en fait, à me dire, qu'est-ce que je veux ? Genre, se regarder, se dire, qu'est-ce que je veux là ? Ok, je veux ça. Et maintenant, qu'est-ce que je fais pour l'avoir ? Ou pour l'appliquer ? Ou je suis dans cette situation, est-ce que je l'accepte ou est-ce que je l'accepte ? En fait, dans toutes les situations où on est, et je suis pas pour dire que tout le pouvoir est sur nous et tout, la sociologie montre bien qu'il y a beaucoup de dynamiques de groupe, mais si t'es pas bien dans une situation, en gros, tu peux te dire soit je l'accepte, soit je l'accepte pas. Et si tu l'acceptes pas, qu'est-ce que tu peux faire pour que ça change ? Et parfois aussi abnéguer et te dire j'accepte, je sais pas, imaginons... t'aimes plus ton mec, mais financièrement, t'as besoin de vivre encore avec lui, et c'est la solution. Tu peux te dire, j'abnègue sur cette... là, actuellement, je n'ai pas l'argent, donc j'abnègue, j'accepte de rester avec lui parce que, financièrement, j'en ai besoin. Voilà. Je trouve qu'après, il faut être honnête avec l'autre aussi, mais ça, c'est ma vibe. Mais par contre, je vais essayer de me trouver de l'argent pour pouvoir partir et m'émanciper de cette situation qui ne va pas. Mais t'as besoin d'une transition. En fait, tu peux pas... En fait, tu dois savoir te remettre en question toi-même pour savoir ce que tu veux, mais ça va pas être comme ça aussi, en fait. Quand tu vas vouloir un truc, il va falloir être patient et transitionner sur la chose. Je sais pas, si ton taf il te plaît pas aujourd'hui, c'est bien de savoir que ton taf, il faut savoir que ton taf te plaît pas, mais tu peux pas dire je démissionne, je vais faire un autre truc. Il faut que tu trouves le truc que tu as envie de faire, potentiellement que tu te formes, que tu dégages ton temps, peut-être que tu peux commencer à demander à ton chef d'être en 80% pour avoir du temps pour autre chose, ou pour avoir du temps pour toi parce que tu as besoin de réfléchir, etc. Et en fait, c'est ça que ça m'a appris, me poser avec moi-même, me dire j'aime ou j'aime pas ? Est-ce que je subis en fait le truc ou est-ce que je le choisis ? Et si je le choisis, pourquoi je le choisis ? Et voilà. Ouais. Et en continuant sur la trame de ton histoire, t'as rencontré, t'as fait plusieurs rencontres. Et qu'est-ce qui se passe après ? J'ai fait mes études. Et après, ma vie est partie en steak total parce qu'après, je suis allée travailler parce que j'étais perdue dans ma vie. Du coup, plus de mecs, plus d'appart, plus de taf parce que j'avais un taf à côté de mes études, plus d'études. Parce que je savais pas ce que je voulais faire. J'ai demandé qu'une école qui était une école d'ingénieur de l'image. Et elle m'a refusé. J'étais 51e sur 50. Et comme c'est la seule école d'ingénierie de l'image de France, donc les vrais connaisseurs sauront laquelle c'est, personne s'est désisté en fait. Il y avait écrit tu seras accepté si quelqu'un se désiste. Mais quand tu veux cette école, tu sais que tu la veux et tu ne te désistes pas.
il y a vraiment... j'ai vu 51e sur 50, j'étais là en mode... À une place, quoi. Ça fait mal. Ouais, mais ça fait mal. Après, voilà. Je l'ai fait 2 fois, je l'ai tenté 2 fois, je l'ai pas eu. Donc, bon, à 2 fois, je me dis qu'il y a des raisons. Voilà. Après, si vous voulez que je sois prof chez vous, je veux bien. C'est mon petit goal. Et ouais, j'ai pas eu ça. Je suis allée à Intermarché, j'ai remis ma vie en question. Je travaillais de 5h à 10h du matin. C'était pas, j'allais dire horrible, mais j'abuse. Mais c'était compliqué. Et en même temps, dans ma tête, je suis en mode, ok, je mets de l'argent de côté jusqu'à que je sache ce que je veux faire. Et à ce moment-là, j'ai ouvert Twitter. Et je faisais des trucs et je rendais des services à gens sur de la communication, du marketing, vu que c'était ma formation. Des photographes qui disaient comment on fait son site internet, qu'est-ce qu'on peut faire, ça, machin et tout. Et j'ai rencontré plein de photographes. La majorité de mes potes de l'IUT, ceux qui m'entouraient le plus, sont devenus plutôt dans la side artiste, donc directeur artistique et tout, photographe, graphiste, illustrateur et tout. Et pareil, ils me disaient, ouais, Alexia, comment on fait ça et tout. Moi, j'adorais avoir le point de vue stratégique. Je lisais beaucoup d'articles, pareil, beaucoup de livres et tout, pour avoir un point de vue stratégique. Et du coup, je me suis dit, mais j'ai trop envie de les aider. Puis un jour, je suis venue à Paris aussi. J'ai voyagé en solo à ce moment-là pour la première fois. Et un de mes voyages solo, c'était de venir à Paris. Et je rencontre un photographe et il me dit, ouais, j'ai gagné tant pour bosser avec telle personne. Donc le chèque était beau. Et j'étais en mode, putain, je veux faire ça pour lui. Je veux qu'ils disent, c'est grâce à Alexia que j'ai eu ce contrat. Genre, je veux que les contrats ils viennent grâce à moi et je veux leur permettre de faire ça, leur permettre de faire tout ça. Donc ça prend en compte en vrai la production avec le recul, le management, la partie commerciale et la partie stratégie de communication aussi. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Je vais commencer à chercher ce que c'est, parce que dans ma tête, ça n'existait pas comme métier. Ça s'appelle agent. Je pensais créer un métier. Voilà pourquoi il faut aller à l'école, pour comprendre qu'en fait, les métiers existent déjà. Je commence à trouver ce que je veux faire et je me dis, je vais démissionner. Mais le Covid arrive. Et je me dis, je vais jamais reprendre mes études. Surtout que j'avais le projet du coup d'aller à Paris, parce que je savais que pour travailler dans le milieu artistique, il faut être à Paris et tout. Et je me dis, ok, le Covid arrive. À mon taf, on a besoin de plus de personnes parce que du coup, c'était alimentaire. Donc, sincèrement, j'avais le rayon pâtes à l'époque, le rayon le plus dévalisé du monde. Et du coup, mon taf me dit, on a besoin de toi, tu veux pas rester? Moi, je me dis, le Covid, là, on sait pas où on va. Je vais travailler, je vais le prendre. C'est génial parce que je n'ai plus consommé, je travaillais à fond. L'essence coûtait rien, donc c'était ma seule consommation, c'est l'essence, et ça coûtait rien. Rien. C'était du génie. Et du coup, j'ai grave eu des sous et j'ai grave mis de côté. Et j'étais là, c'est parce que j'étais la seule occupée. Tous mes amis étaient en mode, ouais, je dépense grave et tout, j'achète. Mais qu'est-ce que je vais faire un haul alors que je travaille 40 heures par semaine, que je dois avoir un masque, des gants, que je dois m'habiller d'une certaine façon parce que j'avais un uniforme pour ce travail-là. Et que je rentre chez moi, j'ai juste envie de dormir et lire. Et du coup, j'ai grave mis de côté, donc c'était trop bien. Après, j'ai repris mes études du coup à Montpellier d'abord, parce que je me suis dit, oula, le Covid quand même, ça pue. Mais là, pareil, j'ai encore tout whipping. Je devais aller à Tarbes, faire une licence Miami. J'aimais bien le nom. Je pensais partir dans la créa, je sais pas où ça va péter. Et le jour où on devait aller visiter des apparts pour Tarbes, je dis à ma mère, à mon père, on n'y va pas. Si ça vous va, on n'y va pas. Elle me dit pourquoi? Je dis, j'ai été acceptée dans une école en fait à Montpellier, ça me va mieux, je pense c'est mieux. Ça, je paye pas de logement, je peux toujours mettre de côté. J'avais une alternance. Et du coup, je travaillais à 1h30 de chez moi en alternance dans un restaurant qui faisait des mariages et chambres d'hôtes. Je faisais toute la communication et tout l'événementiel. Et j'allais à l'école en stratégie de com. Bon, pareil, là, ça a commencé à être les années où ça servait à rien. En plus, on était en Covid, donc distanciel. Dès qu'on se retrouvait, c'était le bazar. Ça se voyait qu'on avait juste envie de se retrouver entre humains. C'est la première fois que j'ai séché les... Enfin, c'est la deuxième fois que j'ai séché les cours. Mais la première fois que j'ai séché les cours, du coup, c'était pour mon ex parce qu'il allait pas bien. Et les profs étaient au courant de qui c'était et tout. Donc, ils étaient en mode, ça va. Je l'ai fait, mais faire. Là, j'ai vraiment séché les cours pour de vrai. Et pour profiter des gens de l'extérieur et tout. Ça s'est bien passé. Franchement, l'année s'est bien passée. Les compétitions sont bien passées. Et après, je suis partie à Paris. Donc, pareil. Là, j'ai eu une alternance. J'ai pris la première alternance qui m'est tombée sous la main, entre guillemets, qui était du coup dans une grosse boîte du CAC 40. Parce que moi, je voulais juste un truc sécuritaire où je savais que j'allais recevoir mon loyer. Donc, partir dans une start-up qui n'était pas sûre de me payer, c'était pas possible. Je voulais savoir que j'allais avoir mon argent et trouver un logement à Paris. Ça, c'est fait. Je vis toujours dans le même logement depuis que je suis à Paris. Il faut vraiment que je change. Et au final, l'entreprise, ça s'est super bien passé. Je pensais pas, franchement.
Vraiment, la personne qui m'a recrutée avait peur que je me fasse chier, j'avais peur de me faire chier. Et ça s'est super bien passé, j'ai appris tellement de choses. Déjà, c'était la meilleure direction du monde. Du coup, on a appris le cancer de ma mère à ce moment-là. Moi, j'ai dû prendre la décision de me dire, est-ce que je pars quand même ou est-ce que je reste ? Décision qui a été facile et compliquée à prendre quand même. Parce que tu te dis, putain, je suis égoïste. Et en même temps, j'avais jamais été égoïste de ma vie. Parce que aussi, du coup, à l'IUT, à la fin de l'IUT, ma grand-mère a eu un cancer, normalement incurable, dont elle n'a plus aucune trace aujourd'hui, elle est toujours vivante. Et du coup, j'ai dû m'en occuper à un moment, parce que c'était compliqué pour ma famille de gérer tout. Et du coup, j'ai dû m'en occuper. Donc après, il y a eu ma mère, et là, j'étais en mode... Ouais, bon, Alexia, fais un choix pour toi. À un moment, normalement, il te reste beaucoup d'années à vivre, on espère. Et du coup, faut que tu partes pour tes études, faut que tu ailles faire ta carrière, parce que si tu le fais pas maintenant, tu vas jamais le faire. Genre, je le savais. Et du coup, je me suis dit, bon, je pars, je trouverai le moyen de faire des allers-retours. Et en fait, j'ai bien fait, parce que du coup, la direction, j'ai rapidement mis ma direction au courant de ce qui se passait dans ma famille. Parce qu'en fait, la personne pensait que je demandais du télétravail, parce que je voulais rien branler dans le sud de la France. Moi, je demandais du télétravail pour savoir si je pouvais aller voir ma mère, si ça allait vraiment pas. Donc j'ai rapidement fait part de ça. Le plus compliqué, ça a été de leur faire quand même de les laisser me mettre sur des projets en jeu, alors qu'à tout moment, j'allais les planter foncièrement et leur dire ciao, bye bye, je dois descendre, c'est urgent. Mais ils l'ont fait. Vous traversez quelque chose de manière très factuelle qui a des relations, qui a des similitudes. Après, la manière de vivre cette situation est différente et c'est ça que vous pouvez partager ensemble aussi. Ouais, même c'est ça, puis c'est dire aussi, le premier truc, je pense, dans des épreuves de vie, c'est t'es pas seul. Et c'est pour ça que j'en cache aucun, en fait, parce que je suis en mode, t'es pas seul. Genre moi, j'ai découvert que mes problèmes sur la bouffe ont un mot, ça s'appelle... Alors, je l'ai plus, mais c'est quelque chose, aphobie. Mais bref, ça a un nom. Je suis pas du tout là. Enfin, ça s'est déclenché là, mais il y a d'autres personnes qui vraiment du jour au lendemain n'arrivent plus du tout à manger. Ça arrive et voilà, j'ai rencontré donc cet été quelqu'un qui a perdu sa mère, qui a plus de voix. Ça aurait pu m'arriver en fait. Ça aurait pu être quelque chose qui m'arrive. Du coup, j'en cache pas. Ouais, c'est vraiment mon leitmotiv aussi de toujours faire la connexion, de faire que les gens se sentent écoutés, de leur dire ouais, moi aussi j'ai vécu ça, ou moi aussi je peux l'imaginer, ou je connais quelqu'un et je pense que je pense même pas m'avancer, mais beaucoup de gens autour de moi me disent j'écoute tellement les histoires des autres aussi que je peux imaginer. En fait, je sais comprendre beaucoup de choses. Je sais pas, par exemple, quelqu'un... par exemple, les Arabes disent souvent qu'ils se sentent... en France, ils sont considérés comme des personnes, en tout cas de couleur, parce que c'est pas non plus des Noirs, c'est encore différent. Et dans leur pays, ils sont considérés comme des putains de Français et machin, et ils se retrouvent pas. Mais en fait, c'est le même sentiment que t'as quand t'es transclasse, donc comme moi, financière. Alors, ça n'a pas du tout le même impact, et c'est là où il faut bien s'entendre. Moi, l'impact du transclasse, c'est rien du tout. Mon CV n'est pas refusé parce que je suis transclasse. Mais ça a quand même des impacts dans des milieux, genre dans le milieu de l'art, je le vois. Je me suis déjà fait regarder de haut en bas en mode, toi, t'es une plouc. Donc tu sais, du coup tu sais ce truc de malaise où les gens te font clairement comprendre que t'es pas à ta place, mais sans trop te le dire, parce qu'on va pas te le dire frontalement, mais voilà. Mais après ça a pas le même impact que eux, voilà, le racisme ça a d'autres impacts sur la vie personnelle. Mais et du coup j'ai plein de trucs comme ça où j'arrive à avoir plein de points de vue différents, et parce que aussi je côtoie beaucoup de gens, et je m'interroge vraiment. Enfin, si quelqu'un est méchant avec moi, je vais pas me dire oh il est méchant. Il y a par exemple du coup la personne à l'IUT, il y a une personne qui m'a insultée de PUTE parce que je sortais avec un mec du coup de l'autre classe. Parce que du coup j'étais en MMI, mais je sortais avec des infos. Enfin, je sortais avec un info et un informatique du coup, et je traînais qu'avec des informatiques. Et je me suis pas dit oh il est méchant. Mais bon, après, bien sûr je n'y ai pas parlé parce que j'ai fait le choix de je ne veux pas de gens comme ça dans ma vie. Mais je sais qu'il a fait ça parce que je le mettais très mal. J'avais cerné des choses sur sa sexualité qu'il n'assumait pas encore. Et il avait pas envie de les assumer à ce moment-là. Il avait peur que, je sais pas, je les dise et tout. Bon, ça, c'est un truc, tu peux pas... Enfin, je peux pas lui dire, fais-moi confiance. Genre, t'as pas confiance en moi, t'as pas confiance en moi. Et je pense que je le renvoyais à... Quand on parle avec Alexia, on va trop profondément, ça me renvoie à des trucs où je suis pas capable. C'est un truc où je me suis fait la réflexion. Il y a beaucoup de gens où je comprends pas des relations qui sont pas très bien passées et tout. Et je pense que je mets facilement les gens face à eux-mêmes. Parce que j'assume beaucoup ce qui s'est passé et j'ai pas de mal à dire
Par exemple, aussi, dans mon quotidien, j'assume que je viens d'une famille d'extrême droite. Je dis pas que c'est facile à assumer, hein, et c'est très nul. Je suis pas du tout d'extrême droite aujourd'hui. Mais en fait, il y a des gens comme moi qui existent. Et si tu commences à leur dire, non, t'es d'extrême droite, ferme ta bouche. Non, il faut aller comprendre pourquoi les gens d'extrême droite sont extrême droite. Et en fait, quand tu vas chercher, il y a une étude qui l'a montré, hein, la majorité des gens d'extrême droite, du coup, sont précaires. Et les précaires ont, pour la majorité, des idées de gauche. Ne savent juste pas que c'est des idées de gauche et passent par l'extrême droite parce que l'extrême droite leur dit je vais vous sauver. Ils vont pas vous sauver, mais c'est pas grave. Et du coup, moi, je cherche toujours à savoir le pourquoi. Et du coup, je pense que ça fait que je comprends plein de points de vue et je sais expliquer du coup et faire ce pont entre oui, mais attends, lui, il a ça pour ça. Enfin, je sais pas, on va me ramener une histoire de. Enfin, quand il y a des débats sur TikTok, genre oui, mais cet influenceur n'a pas été aimable. Mais qu'est-ce que t'en sais que cet influenceur, ce jour-là, il vient pas de se faire larguer, il vient pas de perdre quelqu'un, il vient pas de recevoir un message lui foutant une pression monstre. Et ouais, peut-être qu'il a pas envie de te parler parce que t'es dans la rue. Toi, dans ta tête, tu le croises dans la rue. Et lui, dans sa tête, tu le croises peut-être au pire moment de sa vie. Ou ta journée, en tout cas. Donc, t'en sais toujours rien. Du coup, je suis toujours dans ce truc de point de vue et savoir temporiser aussi quand c'est de l'individu. Et j'ai aucun mal à ce que quelqu'un dise ah, mon Dieu, mais cet influenceur, c'est un connard, il m'a mal parlé. En privé, en fait. Il y a une notion de privé et de public. Genre, il t'a mal parlé et tout, t'es dégoûté, foncièrement, pour toi, normal. Enfin, quelqu'un te parle pas, tu penses pas que quelqu'un va le prendre bien en mode oh non, mais il passe une mauvaise journée. Mais il y a un truc de tu peux mal le prendre, mais personnellement, et le dire à tes potes, mais pas aller tailler une réputation à quelqu'un où tu sais, t'as pas le contexte de sa vie à lui. Toi, t'as juste le contexte de toi. À quel moment ça a été le plus fort pour toi quand on te dit t'es pas à ta place? À quel moment c'est arrivé? Et quel événement, quelle situation, quel état d'esprit s'en est suivi? Alors, déjà, au début, j'étais en mode je faisais tout vraiment pour rentrer dedans, j'avais pris les codes et tout. Aussi parce que du coup, c'est ce que ma mère avait appris à faire. Genre, elle savait d'où on venait et elle était en mode tu n'auras pas les codes des pauvres, tu auras les codes des riches. Enfin, en tout cas, je vais te les apprendre du mieux que je peux de ce que je peux apprendre. Et j'en ai aucun. J'ai aucun code de la bourgeoisie, mais je les connais. Et du coup, j'ai essayé. En fait, tu vois que même si tu essayes, dans tous les cas, tu es traité différemment. La fois où ça a été le plus violent, c'était un pote qui jouait dans un club hyper huppé et tout. J'étais sur liste. Je vivais avec un pote à moi qui lui aussi vient d'une bonne classe et tout. Et on se fait refouler. Donc on est tous les deux sur liste et on se fait refouler. Et lui, il comprend pas. Et moi, je comprends. Je regarde ma tenue et je comprends que j'ai l'air d'une gueuse. J'ai mes chaussures qui sont un peu abîmées. J'ai pas de marque Prada, Guess, que tu veux, machin. J'ai rien. Enfin, franchement, je suis venue avec ma jupe et tout. Parce que c'est mon pote qui joue, en fait. Je m'étais pas dit, voilà. Dans ce moment-là, j'étais encore dans une phase de je veux m'insérer dans un milieu, patati patata. Du coup, j'ai pété mon câble et j'ai acheté des lunettes Versace et un sac qui m'a coûté 500 balles en cuir, voilà. Les lunettes Versace, je ne les aimais pas, donc ne faites pas ça. Franchement, le sac, je l'aime beaucoup, c'est mon petit truc, et chaque fois que je vais à des events et que je veux un peu prendre confiance, même pour la confiance en soi, tu te dis que tu as un beau sac, tu l'aimes beaucoup, tu sais qu'il a de la valeur, et tu sais que les gens voient qu'il a de la valeur, entre guillemets. Il n'est pas du tout de marque, mais tu le sais aussi, les gens les plus élevés n'ont pas... Il y a un truc de qualité et pas de marque. Et du coup, ce sac répond vraiment à ça, où tu sais que t'es quali, mais t'affiches pas une marque, en gros. Et les Versace, du coup, je l'aimais pas parce qu'en fait, c'est trop... Je sais pas comment ça... Il y a un mot pour dire que c'est trop visuel. Et ici, il y a le gros logo sur le côté, ça me déprime, en fait. Parce que la marque est beaucoup trop ostensible. Ouais, voilà, c'est ça, c'est trop ostentatoire, j'aime pas du tout ça, et c'est pas du tout qui je suis et tout. Et bref, ça a déclenché ça. Et en fait, à un moment, j'ai vrillé, mais pareil, dans mon parcours de... Mais punaise, j'essaie de entre guillemets, j'ai toujours essayé de plaire à ma mère, ça a jamais marché. J'ai essayé de plaire à des gens, ça a jamais marché et tout. Et en fait, dernièrement, j'ai aussi pu explorer grâce à un entourage en or que je peux être moi-même et que tout va bien. Et oui, je me suis dit, sois toi-même. Et en fait, quand t'es toi-même, au pire, si t'es rejeté pour quitter. Et pas parce que t'as essayé d'être pas rejeté. Du coup, c'est pas très grave. T'es en mode, bof, il m'aime pas, il m'aime pas. D'ailleurs, j'ai une théorie sur les... Enfin, en fait, quand on dit que quelqu'un est gentil, c'est juste que quelqu'un n'a pas de personnalité, et tellement pas de personnalité que tu sais pas qui il est. Et du coup, tu peux pas accrocher avec lui. En fait, pour accrocher avec quelqu'un, tu peux pas... Une parole d'escalade n'est pas lisse. Donc, tu peux pas être une personnalité lisse. En fait, c'est ça. Et quand t'es gentil, tu te glisses. T'es glissant, mais du coup, comment tu veux qu'on s'accroche à toi, en fait? Et quand t'es pas lisse, y a des gens, ils vont arriver à attraper des prises, d'autres non, et
voilà. Et franchement, ceux qui n'arrivent pas à attraper la prise, ils sont juste pas faits pour se pluguer avec toi. Genre, c'est pas du tout qu'ils sont mauvais ou autre chose. Il y a plein de gens sûrement géniaux avec qui je m'entends pas. Et il y a plein de gens aussi que je trouve géniaux et que je m'entends pas avec eux. Genre ça, les gens, ils comprennent pas, mais il y a plein de gens que j'apprécie ou je valorise un truc chez eux. Et je leur dis, je l'aime pas. Enfin, je l'aime pas. Genre, je n'ai pas de connexion avec cette personne, mais par contre, elle travaille très bien ou elle est très comme ça. Et c'est des qualités qu'elles ont. En fait, c'est ce qu'elles sont. Et quand on t'entend parler, on sent la distance que tu as, du moins le recul que tu as par rapport aux situations, par rapport à ce que tu vis, à ce que tu as vécu. Ouais. Est-ce que ce recul qu'on perçoit, que je perçois, est quelque chose que toi, tu associes, soit au fait que tu aies créé une certaine carapace ou à une guérison que tu as été chercher et que tu as pu trouver? C'est une carapace de mon premier trauma. Mon premier trauma, j'ai fait j'appelle ça ma psychanalyse. J'ai vraiment écrit ça comme ça dans mes journaux. De moi-même, parce que j'avais personne à qui je pourrais en parler, vu que personne ne me prenait au sérieux. Et du coup, je pouvais pas. Donc, j'ai dû étudier de comment j'en étais arrivée à là, pourquoi ça s'était passé, qu'est-ce qui s'était passé même, réellement, en fait. Et du coup, j'ai fait ça. Et c'est un mécanisme que j'essaie d'arrêter, parce que du coup, en fait, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, je suis verrouillée. C'est que j'ai trop de recul. Du coup, je suis plus du tout connectée à mes émotions. Je suis juste en mode la théorie, elle est comme ça. Très rationnelle. Oui, c'est ça, c'est trop rationnel. Mais en fait, quand t'es un humain, tu peux mettre toute la rationalité que tu veux, t'es un humain. Tu vas vivre des choses avec des émotions. Et c'est ça c'est ça qu'il faut arriver à... Et en fait, il faut arriver à être rationnel à un moment. Mais sur le moment aussi, comme je dis, t'es en colère parce que quelqu'un t'a mal parlé, que ce soit un influenceur ou pas un influenceur, machin et tout. T'as le droit d'être en colère. En fait, il faut arriver à prendre du recul dans le sens de se dire, bon, là, peut-être que la personne passe pas une bonne journée, mais toi, t'as le droit d'être en colère. C'est comme quelqu'un fait mal quelque chose, ça peut être compréhensible, c'est pas pour autant que c'est tolérable. Voilà, que, je sais pas, quelqu'un, un père perd sa fille est tuée par quelqu'un et il va la tuer, on peut le comprendre, pour autant, c'est pas tolérable. T'es pas obligé d'accepter tout ce que tu comprends, en fait. Et moi, j'ai beaucoup trop de recul sur... par exemple, c'est le problème avec ma mère, c'est que je comprends beaucoup ce qu'elle a fait et pourquoi elle l'a fait. Pour autant, foncièrement, comment dire, c'était pas les meilleurs choix pour moi, mais en même temps, en fait, je me mets toujours à sa place. Elle peut pas savoir les meilleurs choix pour moi parce qu'elle peut pas savoir qui j'allais devenir. Donc elle peut pas se dire, ah non, mais mon enfant en fait est TDAH et hypersensible. Voilà. Donc peut-être que faut faire ça. Et puis j'ai beaucoup déconstruit, genre pourquoi mes parents ont fait ce qu'ils ont fait et tout. Et il y a beaucoup en fait, ça les renvoie trop à eux-mêmes, une image d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas envie d'avoir. Et du coup, ils peuvent pas aller dans l'action qu'ils auraient dû faire. Et moi, j'ai pas de postulat. Je suis en mode, si je prends du recul, au moins je les comprends. Et si je le vis intensément, si je le vis vraiment en tant que moi à 100%, j'ai du mal à entendre le pourquoi, en fait. Du coup, je préfère prendre mon recul et me dire, vas-y, ils l'ont fait parce que c'est comme ça. Et quels sont les chemins que tu es en train d'essayer de prendre, justement, admettons, il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute, qui nous regarde, qui se trouve dans une situation qui est similaire à la tienne. Quel est le chemin, quels sont les chemins que tu essayes de prendre, toi, pour travailler là-dessus, pour essayer de connecter avec tes émotions tout en gardant, comme tu as dit, en fait, une part de rationnel à un moment donné. Parce que je pense effectivement que c'est une question d'équilibre. Et pour quasiment tout dans l'existence qu'on a, c'est une question d'équilibre. Alors, quels sont les chemins que tu es en train de prendre, toi ? En vrai, ça va plus être sur du choix perso, on va dire. Déjà, mon postulat, c'est j'essaie d'être moi-même et de donner à tout le monde sa place. Enfin, tout le monde sa place. Alors, que ce soit des inconnus et les gens que je connais vraiment et que j'aime beaucoup, leur donner une vraie place dans ma vie. Il y a ça. Et du coup, à partir de ce postulat-là, c'est du coup, tu dois m'accepter comme je suis. Et donc, si maintenant, un truc rédhibitoire, c'est quelqu'un qui refoule mes émotions. En fait, si quelqu'un me dit non, mais là, t'es trop, ou je sais pas quoi, je vais être en mode non, parce que tout ce que je ressens et tout ce que tout le monde ressent est légitime. Il n'y a pas quelqu'un qui est trop ou pas assez. Si tu ressens pas pour quelque chose ou si tu ressens un truc énorme pour quelque chose, c'est toi. C'est juste toi. Genre, il n'y a pas plus que c'est trop, c'est pas assez. La chose sur en fait, je pense qu'en fait, le ressenti, il faut prendre zéro recul. Et ça, c'est le truc où il faut que je me coupe de mes ressentis. Enfin, il faut que j'arrête de me couper de mes ressentis, exactement. Mais par contre, c'est sur l'action où il faut prendre du recul. En gros, ok,
je sais pas, je prends très mal que quelqu'un me dise non. Voilà. Autant aller l'insulter parce qu'il m'a dit non, peut-être pas. Voilà. C'est juste ça où tu peux le prendre super mal, tu peux super mal le vivre. Il y a pas longtemps, j'ai envoyé un message à quelqu'un et elle m'a dit je peux plus parler de ça avec toi pour des raisons qui sont franchement fair. Genre vraiment c'était hyper légitime et tout. Elle a grave raison. Et je suis en mode putain, ça me crée une dissonance intérieure parce que je comprends totalement ce qu'elle me dit et moi ça me fait me sentir mais la plus mal du monde. Du coup je me sens seule dans la situation et j'ai l'impression que si j'extrapole qu'on m'abandonne et je sais pas, enfin je peux pas lui dire mais tu m'abandonnes là et tout parce qu'elle a raison. Enfin pour elle, pour ce qu'elle a à faire elle, c'est le mieux. Parce qu'elle prend soin d'elle. Genre ce qu'elle me dit là, c'est pour prendre soin d'elle, c'est pas contre moi. En fait c'est ça, c'est se prendre ce recul là, de se dire c'est pas contre moi, mais par contre en même temps j'ai pas répondu à son message parce que j'étais foncièrement en colère et j'ai le droit d'être en colère. J'ai le droit de mal le prendre de moi à moi parce que j'ai le droit de vouloir qu'on me soutienne et tout. Mais en fait, qu'est-ce que je fais après quand tu redescends un peu? Déjà, tu respires et tu dis que ça va. Il n'y a toujours pas main d'homme. Et je pense qu'il faut trouver les espaces appropriés. Et en fait, ce soutien que j'ai plus avec cette personne parce qu'elle veut plus qu'on en parle, je peux aller le chercher ailleurs. Et ce que j'entends, j'ai l'impression, c'est presque du rationnel, même sur les émotions. C'est-à-dire que être rationnel sur des faits où il faut être rationnel, par exemple, vu qu'il y a une action, il faut une réaction, ça c'est rationnel. Ouais. Maintenant, rationaliser aussi le fait qu'il faut laisser de la place aux émotions. Ouais, moi je suis très rationnelle. Du coup, moi je rationalise tout. Ouais. Même mes croyances et tout, j'ai un problème avec ça. Genre même mes croyances, elles sont rationalisées. Ouais. Genre, j'ai besoin de les remettre dans un contexte qui est très bizarre, parce que j'adore autant la science que les croyances. Et genre, les gens sont en mode, mais... Enfin, j'aime bien les opposer, en fait. J'ai besoin de rationaliser. Mais j'ai lu un truc que je crois profondément, c'est que tout ce qu'on n'arrive pas à expliquer... en gros, tout ce qu'on croit aujourd'hui, c'est ce qu'on expliquera demain. En bref. Mais en gros, avant, on a inventé le dieu des vents parce qu'on prenait pas le vent. Aujourd'hui, le dieu des vents, il a aucun sens parce que juste, tu comprends le vent. Ouais. Et les choses qu'on ne comprend pas aujourd'hui, donc pourquoi, je sais pas, telle émotion arrive quand il se passe ça, entre guillemets. Enfin, on comprend pourquoi telle émotion arrive quand... Machin, mais tu comprends pas, toi, pourquoi tu la ressens. Peut-être qu'un jour, on sera l'expliquer et genre, faut juste faire. Mais oui, et puis, je suis très rationnelle, parce que j'ai dû foncièrement beaucoup encaisser. En fait, foncièrement, si tu prends du recul aussi, quand quelqu'un te dit quelque chose, en vrai, c'est rare que ça te fasse souffrir. Enfin, sauf si ça te touche toi, si tu te dis t'es un mauvais ami, là, ça te fait souffrir. Mais je sais pas, quand une pote me dit oui, mais avec telle personne, c'est hyper compliqué et tout. Des fois, la colère, tu peux la ressentir. Je trouve que c'est l'émotion ou c'était peut-être moi, mais ça passe plus. Mais la tristesse des gens va pas me rendre foncièrement triste. Je vais être peinée pour En fait, je vais plus être empathique dans le sens que je vais être peinée parce qu'elle est triste et parce que c'est quelqu'un que j'aime bien et que du coup, je suis peinée qu'elle soit triste. Mais c'est toujours une émotion qui part de moi. Je vais pas être triste parce que la personne est triste. Je pense pas que ça me freine. Après, sur mes émotions et tout, c'est pour ça que je dis que les gens ont l'impression de me connaître, parce que je parle beaucoup, comme on peut le voir là. Je peux vraiment dire des choses, et en fait, je vais pas dire les émotions que j'ai ressenties. Et c'est un travail aussi que je fais du coup en thérapie. C'est quoi que tu ressens en émotion? Je sais pas mettre de mots sur ce que je... En fait, j'ai commencé à apprendre, et du coup, je le fais avec mes amis, et je vois à quel point ça améliore les relations. Genre là, ça m'énerve, là, ça me rend triste, là, ça me machin. Ou même ça me rend contente, mais ça me rend contente, c'est en général tu sais plus le dire que ça me rend triste, ça me rend en colère. Mais ouais, même verbaliser en vrai que ça me rend contente, ou que je suis heureuse d'avoir vu quelqu'un tel soir, ou je suis heureuse d'avoir parlé de ça avec telle personne et tout, genre de le verbaliser. J'ai jamais... forcément je peux même expliquer pourquoi j'ai jamais eu l'espace quand j'étais petite, on m'a jamais donné l'espace de ça déjà. Et en plus, je suis hyper pudique. Pourquoi je pensais que mon premier mec m'aimait pas, enfin, je savais pas et tout. Parce que sur ça, on était, je pense, similaires. On s'est jamais dit « je t'aime ». Tous mes potes sont au courant que je l'aimais. Hein. Je n'y ai jamais dit à lui « je t'aime ». Pourtant, tout le monde le sait. La façon la plus proche que j'ai dit « je t'aime », c'est tu es au-dessus d'une autre personne, dans mon cœur. C'est tout. C'était ma façon de lui dire « je t'aime ». Et déjà, c'est ridicule et c'est horrible. Et en plus, genre, ça n'a aucun sens parce que tout le monde savait que je l'aimais. Enfin, tout mon comportement montre bien que je l'aimais. Je crois que je le disais à tout le monde dans tous les sens, mais à lui, impossible. Je dis que petite, j'ai dû faire des choix. Qu'il y a des choses qui m'ont été imposées, que je suis devenue quelqu'un que j'avais pas spécialement envie d'être à un moment. Et parce que petite, t'as pas c'est beaucoup de choix
qui m'ont été imposées quand j'étais petite. Maintenant, je sais qui j'ai envie d'être et qui je veux être. Et du coup, j'ai aucun mal à dire non, ça me va pas. Et du coup, à faire des vrais choix. Et plus à essayer de plaire. Là où... avant, j'étais enfant, en fait. Pourquoi les gens ont fait des trucs qui me vont pas? Et pourquoi ça a continué à être des trucs qui me vont pas? Parce que j'étais enfant et que j'avais pas la capacité... Enfin, en tout cas, je pouvais sûrement que je râlais ou je pleurais comme tous les gosses. Mais j'avais pas la capacité à exprimer foncièrement, ça ne me va pas, je préférais que tu agisses comme ça. Aussi, je suis très... ma formation de chef de projet, je suis très dans la solution. Par exemple, début de l'année dernière, je crois, j'étais frustrée de ma relation avec ma meilleure amie, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour se voir et tout, voilà. J'y ai jamais dit que j'étais frustrée, jusqu'à que, entre guillemets, j'ai une piste de solution. J'y ai pas dit, on se voit pas, ça m'énerve. Genre, je trouve ça inconcevable d'envoyer ce message, parce que je me suis dit, si je reçois ce message, je sais pas comment faire. Et du coup, j'ai fait un long message où j'ai dit, je comprends pourquoi on se voit moins. Je sais que ta vie, elle a beaucoup changé. Je sais qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Malheureusement, moi, ça m'affecte qu'on se voit pas, surtout avec ce que je traverse et tout. Je sais qu'on pourra plus avoir la relation qu'on avait avant. Parce qu'en fait, je pense que ce qui me manquait beaucoup, c'est la relation qu'on avait avant, quand elle était dans le sud et tout, qu'elle habitait pas à Paris. Et que du coup, elle avait une vie drastiquement différente. Et j'ai dit, je pense qu'il faut que je sois honnête et consciente de moi à moi, avec nous deux. On aura plus ce qu'on aura avant, mais ce qu'on a là, ça me va pas. Donc en gros, viens, on essaye de faire un nouveau truc. Et c'est là où tu te dis c'est une bonne personne, parce qu'elle m'a juste répondu, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est tout. Elle m'a pas dit c'est pas légitime, c'est pas machin. Elle m'a juste dit je comprends ton avis, je suis d'accord, on se voit pas. Enfin, forcément, on se voit pas assez. Moi, j'en souffre pas, mais on se voit pas assez. Qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, toutes les deux, on a travaillé à se trouver du temps et machin, et ça va beaucoup mieux. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment... Et je pense que toutes les relations devraient marcher comme ça, de se dire... De un, se dire ça va pas, accepter identifier le problème, le communiquer, mais aussi et c'est un truc dur, hein, et potentiellement, des fois, on n'arrive pas à accepter et il faut juste se barrer, mais c'est que des choses changent. Enfin... Et moi, c'est ce que j'ai dit. En fait, j'avais pris le recul de la situation A que j'ai envie qu'il revienne, ne reviendra jamais. Et j'étais en mode, du coup, je sais que vu ta vie actuelle, tu vas pas arrêter toute ta vie pour moi, mes beaux yeux. Et il y a aussi un truc de planning où ça allait pas parce qu'elle allait bosser le soir. Elle aurait pu me dire, t'as qu'à t'adapter. Moi, je bosse le soir, t'as qu'à pas bosser quand je bosse pas, tu vois. Ouais. Et tu soulèves un point qui est giga important, même dans l'amitié, mais dans la vie de tout le temps, en fait, que ça soit avec des parents, des sœurs, des frères, des amis, des proches, peu importe. Tout le long de notre vie, il y a des choses qui vont évoluer, il y a des paramètres qui rentrent dans notre histoire, dans notre même vie. nous, on évolue. Exactement. Donc même des fois, c'est juste ton besoin qui évolue, en fait. Exactement. Et en fonction de ces paramètres, tu vas devoir diviser ton temps en fonction de ce paramètre. Quand tu es plus jeune, tu n'as pas forcément de copains, copines. Après, tu vas en avoir un, du coup, ou une, et tu vas devoir scinder ton temps en fonction. Tu vas avoir peut-être la belle famille à aller voir, ta famille à aller voir, tes frères, tes sœurs à aller voir. Puis ensuite, tu vas peut-être avoir un travail. Du coup, tu vas devoir séparer aussi en fonction de ce travail. Il faut aussi que tu sépares. Tu as toujours 24 heures dans la journée. C'est ça. Toujours le même temps, mais avec plus de paramètres de dividendes, en fait. Si tu fermes les yeux, tu regardes derrière toi toute la trajectoire, qu'est-ce que tu te dis? Moi, je pense que mon rôle, c'est de donner à chacun sa place dans le monde. De trouver la mienne aussi, hein, mais c'est vraiment ce truc de trouver sa place. Genre permettre... En vrai, sur du coup l'infinité du temps humain, on est en train de... notre vie est même pas une seconde ou un millième de seconde ou je sais même pas combien. Que ce millième de seconde là que nous on éprouve foncièrement en années, les gens se sentent, je sais pas, reconnus à un moment, écoutés, entendus. Je pense que c'est vraiment ça. Et c'est vraiment tout ce que j'ai appris en fait. Enfin, que ce soit pourquoi mon grand-père s'est donné la mort, que ce soit, du coup on parlait de communication, mon grand-père s'est donné la mort parce qu'il a eu aucun espace pour parler de ce qu'il a traumatisé de lui, parce qu'il est né dans la guerre et qu'il a vu des choses horribles. Mais c'était du coup ce traumatisme-là, tu vois, qu'il n'a pas exprimé, il a eu un impact considérable sur toute sa famille. Tu lis un livre, en fait, il y a un livre sur le PTSD qui explique à un moment, attention, ça peut être très compliqué, trigger warning, viol, mais qu'un mec a violé des femmes au Vietnam, pendant la guerre du Vietnam. Donc c'est un Américain qui avait des femmes pendant la guerre du Vietnam. En fait, il rentre en Amérique et il est totalement... il parle plus à ses enfants, il parle plus à sa femme. Genre, il est totalement... loin de sa famille, quoi. Enfin, genre, il vit avec eux, mais tu sais, il n'y a aucun truc... Et du coup, ses enfants pourraient le critiquer, sa femme pourrait le critiquer, on peut le critiquer pour ce qu'il a fait au Vietnam et tout. Et en fait, il disait qu'il avait tellement honte de ce qu'il avait fait là-bas qu'il n'arrivait plus à être émotionnellement proche de ses proches parce que
il disait, mais j'ai fait n'importe quoi là-bas. On m'a demandé l'inhumain là-bas. Comment je peux être humain avec mes proches? Comment mes proches peuvent même vouloir d'un humain comme moi, en fait? Et du coup, il s'était mis à distance de fou. Donc, en fait, tu t'accumules la souffrance. Tu fais souffrir tes enfants parce que tes enfants, du coup, ils évoluent dans un schéma où, forcément, émotionnellement, t'es distant. Donc, ils apprennent pas à exprimer leur émotion, ressentir de l'amour, blablabla, blablabla. Ta femme aussi, elle pense qu'elle est pas aimée. Enfin, bref, super. Donc, ça fait un schéma bordélique. Tes enfants vont reproduire ce schéma-là. Ça, j'ai pu le voir, alors pas personnellement, mais le voir j'ai pas reçu de l'amour de mes parents, donc je ne sais pas donner de l'amour. C'est souvent ce qui s'est passé avec des gens que j'ai connus qui m'ont dit, je n'ai jamais vu mes parents s'embrasser ou se faire un câlin. Donc pour moi, être en couple, je comprends. Enfin, le concept d'être en couple, je n'ai pas le même que celui que la société incarne. Genre, je l'ai vu dans les films, mais moi, je l'ai pas éprouvé. Donc tu te rends compte à quel point c'est problématique et à quel point il faut libérer la parole sur tout. Et du coup, si tu coupes le dialogue, tu coupes les émotions de traverser. Et ouais, moi, je veux ouvrir le dialogue pour que les gens se sentent... en fait, tu vois, le recul que je prends sur mes émotions, qu'eux, ils l'aient pas, en fait, foncièrement. Genre, t'es en colère, et viens, exprime. Exprime et sois en colère. T'es triste, exprime et sois triste. T'es joyeux, exprime et sois joyeux. En fait. Je veux que ce soit des vases communicants, et que les gens puissent se dire, là, je peux sortir le truc, et donc je peux l'exprimer. Si tu repenses à tous ces événements, à toute cette période, de ton enfance à aujourd'hui, est-ce que tu arrives à identifier le moment où tu aurais eu besoin de toi, mais de toi d'aujourd'hui? Ah, de moi d'aujourd'hui? Ouah, à partir de mes 7 ans, franchement. Parce que de mes 7 à... En fait, je pourrais dire de 21, mais en vrai, il faut ajouter le 25. Ouais. De mes 7 à 25 ans, ça c'est... franchement, j'en ai bouffé. Enfin, il y a des trucs dont je parle pas parce que c'est des détails, mais j'en ai bouffé. Enfin, à 7 ans, j'ai arrêté de... C'est pas la première fois que j'arrive plus à manger. Ça m'est arrivé à 7 ans, par exemple. Donc, de mes 7 ans à mes 14, enfin même 21 ans, j'étais en dépression foncièrement, je pense, hardcore. Ça s'est calmé. Enfin, quand mon grand-père s'est suicidé, du coup, chose que je dis, mais que je ne dis pas réellement. Donc, je vais le mettre la première fois à haute voix en public. Mais mon grand-père m'a sauvé la vie. Moi, je voulais le faire, ce qu'il a fait. Et quand je l'ai vu et j'ai vu l'impact que ça avait, j'ai dit, je peux plus le faire. Et j'étais la fille souriante. Tout le monde ne comprenait pas pourquoi je souriais. Et enfin, tout le monde, c'était très bizarre pour tout le monde parce que tout le monde me voyait enfin sourire. Et j'étais là parce qu'il fallait que je tienne, parce que toute ma famille était en train de s'effondrer et que je comprenais ce qui s'était passé et pourquoi tout le monde s'effondrait. Et c'était très dur d'entendre certaines personnes de ma famille dire mais je le hais, il nous a abandonnés, alors que moi j'étais en mode je voulais faire la même hier. Forcément, hier encore, j'y pensais. Enfin, j'avais mon idée de comment j'allais le faire et tout, et ça ne sortait pas de ma tête et j'y pensais tous les jours. J'étais juste en mode waouh. D'ailleurs, il faut savoir que vouloir se suicider, c'est une forme d'assertivité. En fait, c'est une forme de survie. Je savais pas. Savoir ça m'aurait aidé dans ma vie. Mais ouais, de tout le temps, en fait. Moi, je pense que pourquoi je donne autant d'écoute et de temps aux gens, c'est parce que toute ma vie, on m'a pas écouté. Et comme j'ai dit, j'ai rationalisé pourquoi on n'avait pas eu l'espace de m'écouter, pourquoi on m'écoutait pas. Mais on m'a pas écouté. On m'a dit tes émotions là-bas. Et du coup, mais mes émotions, elles sont fortes en plus. Enfin, je suis hyper sensible. J'ai une grande sensibilité, du coup, mes émotions sont fortes. Et quand tu me dis d'aller les mettre là-bas, j'y arrive pas. En fait, même quand je les mets là-bas, il en reste toujours une tonne à l'intérieur et du coup, ça marche pas. Et c'est un truc que je supporte pas avoir vécu et que je veux pas vivre. Et maintenant aussi, je veux plus de gens qui ne donnent pas d'espace. C'est ça. Et c'est pour ça que aussi, je déteste le truc de... En gros, quand ma mère est morte, j'ai entendu des thés fortes. J'ai entendu des thés fortes à partir du moment où la personne me disait j'ai pas envie de dealer avec toi. J'ai pas envie de m'occuper de toi. Genre, ce que tu vas dealer là, pas envie. Ça, et on m'a beaucoup dit que j'étais faible, que j'ai beaucoup d'émotions en général. C'est associé au faible et au fort. Mais en fait, cette notion de faible et fort, elle est mauvaise. Pour moi, elle est vraiment handicapante pour tout le monde. Parce que ça veut dire que du coup, s'il y a des forts, il y a des faibles. S'il y a des faibles, il y a des forts. Déjà, c'est bizarre. T'as juste des émotions, t'es juste humain. T'es plus ou moins vulnérable à des périodes, ça peut être. Mais c'est tout. Mais ouais, là, il y a pareil, dans une relation, il y a un mec qui m'a dit que j'étais trop faible quand il m'a quitté. Il m'a quitté pour ça. Ma théorie, c'est qu'il m'a quitté parce qu'il allait fumer pas qu'on avait peut-être passé en relation à distance, déjà. Et ensuite, donc du coup, j'étais la faible du couple, si on en croit ces mots. Il est sous anxiolytique, je le suis pas.
Et il a pas vécu de trauma comme moi, il est sous anxiolytique pour d'autres raisons, mais c'est pas du tout des traumas entre guillemets à mon échelle, et pourtant il est sous anxio. Est-ce que pour autant il est faible? Je pense pas. Est-ce que pour autant je suis forte? Je pense pas non plus en fait. Je pense juste on est des humains, on vit des choses et c'est tout. Si tu pouvais t'adresser des mots aujourd'hui, qu'est-ce que tu te dirais? Et je vais dire le truc que j'ai dit qu'il fallait pas dire, mais t'es forte pour contrebalancer les t'es faibles que je me suis pris dans la gueule pendant des années. Non, je sais pas, en vrai. En fait, c'est ce que je dis souvent, et c'est bête, je voudrais rien me dire, parce que ce que j'aime le plus, c'est la présence et plus que les mots. Et du coup, je voudrais juste pouvoir me mettre à côté de moi-même, et genre juste être là, au pire me faire un câlin, être en mode comme ça avec moi-même, et regarder la télé, tu vois. Parce que je trouve que ça a plus de force que tous les mots. Et tu penses que cet enfant que tu as rencontré, près duquel tu es resté là, pendant plusieurs heures, tu penses qu'il te dirait quoi? Je pense que l'enfant en moi est fier. En vrai, je sais que où je suis, c'était pratiquement impossible par rapport à où je suis partie. Je crois que ma sœur fait partie des 4% et je fais partie des 7% qui arrivent où j'en suis. Encore plus, j'ai accès à des événements Enfin, là, pareil, il faudrait faire un pourcentage de la population comme moi qui a accès. Franchement, très peu. Du coup, je suis contente. Et en même temps, c'est fou parce que... Enfin, si je vois la petite... je vais vraiment faire le cliché de la petite campagnarde que j'étais. Genre, en France, celle qui, avant de déménager là, qui habite vraiment dans son mas, au fin fond de la France, avec ses grands-parents, et qui dit tout ce que je fais, elle serait waouh. Et en même temps, ça n'a rien changé à ma vie. J'essaie d'accepter. Je pense qu'il faut que j'accepte que je suis... ce qu'on appelle neuroatypique, dans le sens que je pense que mon cerveau a des tendances dépressives naturellement. Parce qu'à chaque fois, je suis triste pour rien et tout. Mais en fait, Mago, t'as grandi dans un environnement dépressif, avec des gens qui foncièrement, plusieurs personnes de ma famille se sont suicidées, plus ou moins avouées. Enfin, il y a quelqu'un qui a arrêté de prendre ses médicaments, qui lui sauvait la vie. C'est pas un suicide officiel, mais c'est tout comme et tout. Du coup, je me dis, t'as grandi là-dedans, tu peux pas te dire que toi, ton cerveau va pas dépressif. Tu peux te faire tout ce que tu veux pour... y échapper, améliorer ta vie, mais à un moment, quand t'as des coups durs qui t'arrivent dessus, ton cerveau va automatiquement replonger là-dedans parce qu'il le connaît bien. Et en fait, voilà. Tu penses, en fait, je sais pas, quand t'es petit, tu imagines des trucs, tu dis que ça changera toute ta vie et tout, machin. Et après, t'y es, et tu vois que ça change pas grand-chose. C'est fou, hein. Mais je pense que c'est pour... Et en fait, c'est pour tout, tu vois, c'est même dans le malheur. En vrai, tu penses que perdre quelqu'un, genre, je sais pas, quand tu as une rupture amoureuse ou quand tu perds ton parent et tout, tu te dis, mais ma vie va plus jamais être pareille. En vrai, ta vie, en fait, ton quotidien est toujours pareil. C'est plus ta perception des choses qui change. Et même comment elle change, c'est léger par rapport à l'impression que tu as. Enfin, je sais pas comment dire, parce que c'est léger, c'est drastique aussi. Je sais que ma perception de la vie, depuis que ma mère est plus là, est très différente. Genre, je peux en faire être moi. Et en même temps, si je te montre des photos de moi avant, tu vas pas te dire la meuf est 100% différente. Pourtant, je sais que mon style a changé, ma façon de m'exprimer m'a changé, ma façon de m'exposer dans la société a changé. Mais en même temps, enfin, c'est après on le dit, le diable est dans les détails. Non, je sais plus. Pas cette expression. Mais en gros, genre que et ça revient à mon métier aussi. C'est dans le détail que j'ai pensé à la personne, que ça change tout. Parce que si j'arrête de faire ce détail-là, la personne voit bien que personne n'a pensé à elle. Mais si je le fais, elle voit pas. Ouais. Et c'est pareil dans ta vie, c'est dans 2 vêtements que j'ai changés, genre une façon de se tenir, une façon de prendre des décisions pour moi-même aussi, me dire, ok, maintenant j'analyse la situation et je prends une décision où c'est moi et moi. Genre, quelqu'un me propose... je vais prendre l'exemple des relations parce que c'est vraiment le plus obvious. Quelqu'un te propose une relation libre, je vais pas me dire j'y vais parce que j'aime la personne, mais est-ce que j'ai envie de la relation libre? Tu vois, je vais plus partir du même postulat. Et c'est des petits détails en fait, mais c'est pas visible de l'extérieur. Genre les gens vont pas se dire elle a changé, alors que toi intérieurement tu sais que ça a tout changé. Donc c'est ça. Mais ouais, ça extérieurement je pense qu'elle serait juste en mode waouh, et en même temps elle serait en mode en fait tu pleures toujours pour les mêmes choses. Tu rigoles toujours pour les mêmes choses. T'aimes toujours le dauphin et le violet. Voilà. Et aussi parce que je veux pas perdre ce lien-là aussi. Ouais. Tu vois, il y a un truc où, quand je me suis remis en question de fou de qui je suis, vu que j'ai plus ma mère qui a défini qui j'étais de toute ma vie, qui je suis sans elle. Et là, tu te reposes et tu te dis, qu'est-ce que j'aime depuis que je suis petite? Oh, le violet, ça, je l'aime beaucoup. Les dauphins, pareil, toujours. Ouais. Et après, t'ajoutes des trucs, tu vois.
Ouais. Ça a changé des choses beaucoup plus profondes que. En fait, c'est ça, c'est du profond, mais du coup, c'est dans du détail. Mais ça. Du détail qui a son importance. Bah, en fait, ouais, mais en fait, si tu regardes, en vrai, c'est toujours du détail. C'est toujours le détail qui a plus d'importance que le global. Ouais. Et j'ai envie de te dire, c'est avec les détails qu'on fait finalement le global, donc forcément. C'est ça. Je suis beaucoup dans comprendre les autres, mais du coup, je comprends pas que les autres veuillent pas changer. Il y a plein de gens qui veulent pas changer. Ouais. Ils ont pas cette réflexion-là et tout, et c'est pas grave. Et aussi, foncièrement, un jour, ma psy m'a dit, il faut que tu acceptes que les gens ne changent pas. Et en fait, c'est très difficile de changer vraiment. Enfin, même moi, les trucs, l'injustice, ça me triggerera toujours. Et je pense que même si j'essayais de ne plus réagir à l'injustice, ça ne marchera pas. Enfin, je peux dire que je réagis plus à l'injustice et je réagis à une autre cause. Ça ne marchera pas. T'es trop ancré dans toi. En fait, tout ce que tu peux faire, c'est faire des petits pas pour t'approcher d'un truc. Par exemple, je suis stressée dans la vie. Je serai toujours stressée. Par contre, je peux apprendre à mieux gérer mon stress. Je peux apprendre à me mettre moins dans des situations stressantes aussi. Juste, simplement. Tu vois, tu peux apprendre. En fait, c'est sur du. Pareil, encore une fois, tu peux agir sur du détail, mais tu peux pas agir sur le global. Genre, quand on te dit arrête de stresser, tu peux pas, d'un coup, dire à ton corps stop. Alors là, tu t'arrêtes. C'est pas possible. Par contre, je peux me poser et me dire ok, qu'est-ce qui me stresse ? Est-ce que j'ai une action dessus ? Enfin, on connaît les trucs. Est-ce que tu as un pouvoir d'action dessus ? Oui, non. Peut-être que la personne n'a pas envie de changer. Peut-être que la personne n'est pas prête à changer. Peut-être que la personne n'a pas à changer. Et malheureusement, des fois aussi, elle le fait après. Ouais. Et ça fait mal. Et il faut aussi beaucoup se dire, moi, un postulat que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de... Je pense que quand tu rentres dans un truc, d'une façon, ça restera la même façon tout le temps. Donc, si tu rentres dans une relation sans communiquer, ça communiquera pas après. En fait, c'est beaucoup plus difficile d'ouvrir la communication dans une relation dans laquelle t'as pas communiqué dès le début que de te dire que tu rentres dans une relation dans laquelle t'essayes de communiquer. Et en plus, du coup, si t'essayes et que ça marche pas, et que tu sais que t'en veux pas, bah, tu la vires vite. Et du coup, t'as pas la même souffrance que quand t'as pas communiqué pendant 5 ans et qu'à la 6e année, t'essayes de communiquer avec quelqu'un et qu'en fait, t'es en mode ça ne marche pas. Bah oui, ça marche pas parce qu'en fait, depuis le début, vous l'avez pas fait. Donc, même si cette personne sait peut-être communiquer avec les autres, il y a peut-être qu'il y a aucun problème de communication, mais vous, dans votre schéma de relation dans lequel elle est rentrée, elle ne sait pas faire ce que tu lui demandes. Et c'est pareil pour tout au travail. Si tu prends des mauvaises habitudes au travail dès que t'arrives à un nouveau taf, tu commences à faire, des heures super gogo, à dire oui à tout, bah, les gens vont apprendre l'habitude et du coup, tu n'arriveras pas à en sortir. Enfin, ça va être hyper compliqué où les gens vont te dire, mais pourquoi maintenant tu deviens désagréable et tout. En fait, l'humain, on n'aime pas spécialement le changement, surtout quand on le subit. On aime bien quand on le choisit, mais on n'aime pas quand on le subit. Avec le micro qu'on a utilisé pour parler pendant plusieurs heures, si tu pouvais adresser un message qui atteigne toute la Terre, et peut-être même qui touche une personne... L'espace et les aliens. On touche les aliens. Yeah. Tu tiens ta bouteille. Et ce message-là peut atteindre vraiment toute la Terre et peut-être toucher une personne qui a traversé les mêmes épreuves que toi et qui se cherche. Qu'est-ce que tu voudrais dire ? Qu'est-ce que tu voudrais transmettre ? La leçon que j'ai le plus appris de tout, c'est qu'il faut croire en soi. Ça a l'air bateau, oh mon Dieu. Mais toutes les croyances et tout, les croyances, tout ça, ça te montre juste qu'il faut... Enfin, d'abord, avant de croire en quelque chose et tout, il faut croire en toi parce que toutes tes croyances, tous les gens autour de toi et tout, tu peux croire en qui tu veux. Machin, tu peux te dire, je crois en Rihanna, je crois en Beyoncé, je crois aussi en religion, mais je vais pas m'aventurer sur ça parce que je suis pas la meilleure. Il y a toujours un moment où tu vas avoir un doute. Il va se passer un truc dans ta vie et tu vas te dire, putain, mais là... Enfin, je sais pas, moi, ma croyance, c'est que tout arrive pour une raison. Bon, quand ma mère est morte et que tu tapes un PTSD et t'arrives plus à manger, t'as du mal à voir pourquoi tout arrive pour une raison. Même si maintenant, je suis rededans. Et en fait, croire en toi, ça te permet de revenir à toi et de te dire, ok, je suis là, je suis vivante. Vraiment, de A à Z, jusqu'à ta mort, la seule personne qui va vraiment être là, c'est vraiment toi. Et il faut que tu crois en cette personne. Mais c'est vraiment des fois de la croyance pure. C'est-à-dire, entre guillemets, fabulée. Et oui, peut-être que t'en es pas capable, on n'en sait rien. Mais crois-y que t'es capable. Juste pour ta santé mentale, juste pour ton bien-être, crois en toi. Genre, c'est fou comme la confiance en soi, c'est tout. C'est tout, parce que dès que t'as confiance en soi, tu peux plus être toi-même dans le quotidien, tu peux plus dire ce que tu veux,
Et en fait, tout devient plus fluide. Et c'est pas du tout pareil. Même ta croyance en toi va fluctuer. Mais crois en toi. Et si tu pouvais donner le micro à quelqu'un que j'essaierais de ramener là et discuter avec cette personne-là, tu donnerais le micro à qui? Et je sais pas. Il y a trop de gens intéressants. Je vais dire Sophie-Marie Larouille, vu que je t'ai parlé de À bientôt de te revoir 10 000 fois. Elle est trop bien. Mais alors, ça n'aura vraiment encore moins de sens. Bah écoute, Sophie Marie Larouille. Ok, et bah écoute, elle fait une tonne de choses. Ouais. Elle a un restaurant à Paris. Elle est journaliste, elle a un podcast. Elle a 2 podcasts, je crois. Elle avait un podcast dans les rayons d'Intermarché, je sais pas quoi là. Et elle a un podcast À bientôt de te revoir que j'adore. Et bah écoute, je vais essayer de la faire venir et on va avoir une discussion. Tu testes. Exactement. Merci beaucoup Alexia. Merci à toi. Clap de la fin. Est-ce qu'on est 1, bon 2, là? 3. 2, 3. Yeah.